Et moi, c'est un voyage qui m'a transformé, littéralement. C'est celui qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai fait une phrase, j'ai dit Black Network fédère les racailles, les bolos et les blédards. En fait, on veut être le MEDEF de la diaspora, si tu veux. C'est-à-dire une organisation représentative des entrepreneurs en France qui peut faire du lobbying aussi auprès des pouvoirs publics en disant voilà. On va juste continuer la discussion. Donc, je voulais qu'on parle de tout ça, qu'on parle de Black Network, qu'on parle de ce podcast, qu'on parle des réseaux sociaux, qu'on parle de la street, qu'on parle. De la street carrément. Ouais, parce que c'est quelque chose que euh, enfin, j'ai appris tout dernièrement en creusant, en préparant un petit peu l'échange avec toi et de voir qu'il y a eu une bascule, qu'il y a eu un changement complet de vie. Hmm. Euh, qu'on parle aussi d'addiction, notamment de substances, parce que c'est quelque chose par lequel je Ah, tu suis veux passé. aborder tous les sujets là aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est super intéressant parce Ouais. que c'est des trucs qui sont, c'est des non-dits, c'est des trucs que beaucoup de personnes vivent, mais c'est pas politiquement correct, c'est pas évident souvent aussi d'aborder. Et des fois aussi, les gens sont dans des positions où c'est peut-être pas stratégiquement intéressant pour elles Hmm. que ce genre d'informations fuite, quoi. Ouais. Mais toi, vu Ouais. que c'est des choses que tu parles déjà publiquement, je pense qu'on pourrait Oui, aborder cela sans sans problème. problème, Et quoi. c'est le passé. Effectivement, Donc, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. exactement. Et qu'on ait réussi à s'en sortir, moi, c'est en tout cas, c'est presque une source de fierté quand même, tu vois. Effectivement. Voilà. Bah, avant tout, bah, mon cher Tanguy, je te propose de te présenter succinctement. Mhm. Ben, merci en tout cas, Guy, pour l'invitation. Je m'appelle Tanguy. Mon nom de famille, c'est Tanguy Nga Faoulin Tabissi. Mais comme c'est compliqué, sur les réseaux, tout le monde m'appelle Tanguy de Bangui. Je suis né en République centrafricaine il y a maintenant 40 ans. Mais je suis venu en France très tôt, dans les années 84. Donc j'étais tout petit. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un service juridique qui faisait du lobbying pour les droits des malades. Mais depuis maintenant 3 ans, je travaille à temps plein sur Black Network, qui est notre réseau de solidarité et d'affaires. Et on a aussi ce podcast-là, Kalimandjaro, qui m'a permis maintenant d'être visible auprès du plus grand nombre et dans lequel je reçois chaque semaine, bien souvent un entrepreneur, en tout cas une personne qui a de l'ambition et qui nous partage quelles sont les clés, quelles sont les stratégies, quels sont les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ses ambitions. Et cette personne est exclusivement issue de la diaspora africaine et afrodescendante parce que je pense que nous manquons de visibilité. Voilà, succinctement tout ce que je fais. Excellent. On va revenir dans le détail sur tous ces points-là. Tu as dit que t'es né en RCA, en République centrafricaine, et tu t'es arrivé en France à quel âge? Je veux dire, t'as des souvenirs quand même de ton enfance. Non, je suis venu vraiment tout petit. J'avais même pas 16 mois, je marchais à peine, tu vois. Ah ouais, Oui, oui, oui. t'étais bébé en fait. J'étais bébé, vraiment, j'étais un bébé. Mais je dis toujours que mon placenta est enterré là-bas. Donc, je Ah, on fait suis. ça chez vous. Je crois que c'est un truc de rebeu, non? Ils coupent le truc et puis ils le jettent, Alors, nous, ils l'enterrent, ça c'est le cordon ombilical. le Mais le cordon ombilical. placenta, qui est la Ah oui, c'est poche dans plutôt ouais, la laquelle, poche dans laquelle le, voilà, le, le qui a été fœtus se trouve. Ouais, nourri c'est et vrai. tout. Mais ça, nous, en Afrique, et en Centrafrique en tout cas, on l'enterre, tu vois. Mhm. Et on dit chez nous, et je pense qu'on le dit ailleurs, que tu reviens toujours là où est enterré ton placenta. Donc, c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec mon pays d'origine, quoi. Ouais, Mon trop pays de stylé. naissance. Yes. Et ces gens, tu faisais des allers-retours ou Non, parce que tu sais comment c'est. Déjà, mon père, il est venu pour étudier. Donc, lui, il est venu en 82, il nous a ramenés après. Et nos parents se disaient, on finit les études et après on rentre.
Donc, lui, il se disait, il ne pensait pas qu'il fallait qu'on aille régulièrement en aller-retour, parce que pour lui, on allait rentrer vivre là-bas. Il allait finir son diplôme, trouver du travail et vivre. On allait tous vivre en Centrafrique. Sauf que, déjà, il a mis plus de temps que prévu à terminer ses études. Donc, on n'a pas pu rentrer tout de suite. Et après, quand il était temps qu'il finisse, donc dans les années 93-94, il y a eu les guerres civiles. Depuis Mhm. le 93, la Centrafrique vit régulièrement des épisodes de guerre civile. Ce qui fait que finalement, on n'est pas rentré. Et on n'y est même pas allé régulièrement pour les vacances. Et surtout quand tu es une grande famille, nous on était sept. Ah Euh, ouais, quand même. ouais, on est sept enfants. Je parle d'enfants. Donc forcément, pour rentrer, c'était compliqué. Et je n'ai mis les pieds en Centrafrique qu'en 2006, tout seul, tu vois. C'est là que je suis rentré pour les vacances, pour la première fois. Ok. Et c'était quoi l'expérience? C'était un choc ou Ben, c'était un choc, hein. Si tu as écouté les autres choc podcasts, culturel? oui, j'en parle. En fait, c'est même pas un choc culturel. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, le contexte dans lequel je suis rentré, c'est ce que je t'expliquais, on en parlait rapidement en off. Euh, Moi, je me suis un peu perdu en Occident, je dis, comme beaucoup de jeunes qui ont grandi en banlieue, perdu dans les bêtises, la délinquance, toutes les petites bêtises que l'on fait quand on vit en banlieue et que on croit qu'il y a que l'argent qui peut nous permettre de nous en sortir. Et donc, je m'étais perdu et à un moment, j'ai ressenti le besoin de me couper de la vie que j'avais ici. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir au pays. Mes petites sœurs, pardon, deux de mes petites sœurs étaient parties pour les vacances. Et quand j'ai vu ce qu'elles ont fait pendant les vacances, comment elles ont apprécié, comment elles nous parlaient de gens de notre famille dont on entendait parler depuis des années, mais qu'on n'avait jamais vus, bah, je me suis dit, il faut que je parte. Et avec mon grand frère, avec lequel on faisait les 400 coups ici, on est partis tous les deux. Et moi, c'est un voyage qui m'a transformé, littéralement. C'est celui qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, qui m'a fait couper avec toute ma vie d'avant, avec mes addictions, avec même mes aspirations, mes ambitions. Tout ça, je suis revenu un autre homme en fait, là, en allant là-bas, véritablement. T'avais pas d'ambition avant ou alors c'est juste que tes ambitions elles ont changé? Elles ont changé. En fait, tu vois, je me souviens quand moi j'ai toujours été à l'école, tu vois. J'ai jamais lâché l'école parce que je suis d'une famille quand même, en tout cas mon père a fait de longues études, comme je l'expliquais, il est devenu avocat et même quand je traînais, je faisais mes bêtises dans la rue, je me disais toujours que ma sécurité d'aller à l'école. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à avoir mon bac, j'ai réussi à rentrer à la fac et comme je suis pas trop bête, en reprenant au moins une fois à chaque fois, j'ai réussi à passer première, deuxième année. Et je crois qu'en 2006, à 23 ans, j'étais en troisième année de droit, tu vois. Et donc, je me suis toujours dit, c'est les études qui vont me sauver. Mais la vie que je menais au quotidien, c'était pas celle des études, tu vois. Et mais donc, j'avais pas de grandes ambitions. Mais je vivais un peu comme les jeunes quand tu as 20 ans. En réalité, tu vis au jour le jour. Tu penses pas à ce que tes actes font aujourd'hui et l'impact que ça aura demain. Alors que quand je suis allé là-bas, en Centrafrique, je me suis assis avec mes oncles, mes tantes, et tout le monde me disait, ah, mais tu sais, ton père m'a aidé, ton père a payé mes études, ton père a payé la layette de mes enfants, ton père... Je voyais tout ce que mon père avait fait, et certains de mes oncles m'ont dit, mais toi, tu es là en France, tu déconnes, alors que ton père, il se bat pour vous, il se bat pour nous, et vous, on vous a pas envoyé en France pour jouer, quoi. Tu vois, pour vous faire plaisir, pour rigoler, pour aller en garde à vue, pour certains aller en prison. Donc tout ça, ça a fait en sorte que dans ma tête, je me suis dit non, en fait, il y a un sens. En fait, j'avais peut-être des ambitions avant, mais j'avais pas de sens à ma vie. J'avais pas de direction et je voyais pas trop où j'allais. Alors que quand je suis allé en Afrique, j'ai compris que on était en France en mission, tu vois. On nous a envoyés ici en mission et notre mission, telle que je l'ai comprise, c'est de réussir dans ce que l'on fait. Et quand je dis réussir, c'est bien sûr en termes d'épanouissement, mais c'est aussi de la réussite financière et professionnelle et ensuite contribuer et être utile à notre pays d'origine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis arrivé en République centrafricaine pour les vacances, quoi. Tu vois. Super. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu faisais comme bêtise? Est-ce que c'est quelque chose que tu ouvert à aborder? Ben, oui, mais de manière... Enfin, je sais pas ce que ça ajoute, ce que ça apporte, mais
si tu veux, on a passé beaucoup de temps, toute notre jeunesse, à traîner dans les halls, à faire des trafics, de tout ce qui est traficable, et à gagner de l'argent comme ça, tu vois. Donc moi, toute ma vie, toute ma jeunesse, de l'âge de 17 ans jusqu'à 23 ans, c'était que ça. On traînait, on trafiquait. Je disais toujours, celui qui trafiquera jusqu'à la tombe, pour moi, c'était ma vie, quoi, tu vois. Euh, Et comment est-ce qu'on sort de ça? Est-ce que c'est possible, enfin, c'est possible vu que tu n'es plus à l'intérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas des représailles, par exemple? Est-ce que c'est techniquement possible de continuer de vivre dans cet écosystème-là en étant un paria, en disant, ben là, je sors, je suis plus là, mais je reste quand même Ah autour non, de personnes avec qui je traînais avant? non, non, non. Non, en fait, mais c'est même pas qu'une question de représailles, si tu veux. Moi, j'ai pas senti ce sujet-là de représailles. En vérité, bon, nous, on était quand même très, très bien impliqués. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que dans notre ville, sur le commerce de détail, on avait presque le monopole, si tu veux dire, si tu veux, tu vois. Donc, on Mhm, était vraiment très impliqués. Mais des repentis, il y en a tout le temps. Il y a toujours un gars qui dit soit qui se marie, soit qui en a marre, soit, tu vois, il y a toujours une raison, il y a souvent des raisons qui font que les gens se retirent. Donc, le fait de se retirer, j'ai jamais ressenti un problème quelconque. Par contre, il fallait absolument, pour véritablement m'en sortir, il fallait que je me retire. Parce qu'en fait, euh, là, si je prends les addictions, qui sont la fumée, nous on fumait beaucoup. Je commençais ma journée, je me souviens, un joint, un café, et jusqu'au soir, donc le joint du matin, le joint du midi après avoir mangé, et le soir, une fois qu'on sort des cours, bah là, toute la soirée, on est là, on est en fumée, en fumée, en fumée. Et ça, c'est un mode de vie en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de rouler un joint, c'est le fait d'être avec des gens qui fument et tout le temps. Et au bout d'un moment, ben, si tu es tout le temps dans cet entourage-là, bah, tu vas reproduire les mêmes habitudes. Tu vois un peu? Et mhm. moi, c'est ça surtout qui m'a été utile, c'est le fait de couper drastiquement mes relations, de ne plus traîner avec les gens avec qui j'étais avant. Et ça qui a fait que j'ai pu m'en sortir de ce mode de vie-là. Parce qu'au final, c'est pas juste une addiction, c'est un mode de vie autour de l'addiction qui fait que ça entretient ton addiction. Et le jour où j'ai coupé, bah, j'ai coupé littéralement. C'est une première fois, en fait. Genre, tu déménages, tu te barres complètement, quoi. En tout cas, j'ai pas déménagé parce qu'à cette époque-là, je pouvais pas, mais je traînais plus avec les gens avec lesquels je traînais, en fait. Tous les endroits où je traînais avant, je traînais plus. Après, bon, c'est arrivé une période où, en fait, moi, je suis d'une famille chrétienne, protestante évangélique. Et à ce moment-là, en 2006, je me suis converti à la foi chrétienne, tu vois. Et donc, ça fait que, ben, Comment c'est possible? Ça veut dire que quand tu étais plus jeune, tes parents, ils t'avaient pas déjà embarqué dans le truc un il peu? m'avait embarqué, mais en fait, tu y étais juste, t'allais à l'église juste pour aller à l'église avec les parents, tu Ah, vois. d'accord. C'était pas un acte de foi, ni un Ouais. choix. Jusqu'en 2000, T'as pas trop le choix. Je voilà, connais. pas le choix du tout, tu vois, exactement. Exactement. Jusqu'au moment où j'ai eu tout ça et j'ai pensé que la seule bouée de sortie, c'était, tu vois, me convertir à la foi chrétienne. Et donc, en me convertissant, bah, comme j'étais dans un autre monde, le monde des églises, j'ai trouvé une femme, je me préparais pour le mariage. En fait, j'ai vraiment coupé avec la vie Hmm. d'avant. Et en coupant avec la vie d'avant, mais ça m'a permis de me retrouver au final, tu vois. Après, plus tard, j'ai quitté la foi chrétienne pour autre chose. Mais On va en reparler. Ouais. si tu veux, on pourra en parler. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à ce moment-là à me couper de la vie que j'avais auparavant. Voilà. Super. Je voulais peut-être, pour boucler sur ce sujet-là, parler de la partie vraiment l'addiction. Est-ce que juste le fait de couper comme ça, au niveau de l'addiction aux substances, t'as pas eu des difficultés, t'as Ouais. changé complètement, quoi. T'as pas eu, t'as pas rechuté des fois. Et c'est ça qui est particulier. En fait, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que le jour où tu prends une vraie décision, mais en fait, tu cut totalement. C'est ça qui est sur. Franchement, je sais même pas comment l'expliquer. Parce que auparavant, t'imagines bien que dans ma vie, j'ai testé à plusieurs reprises d'arrêter. Tu vois. Mhm. Comme aujourd'hui, j'essaie d'arrêter le sucre, par exemple, bah, c'est beaucoup plus c'est très compliqué. Mais à l'époque, j'avais essayé, mais comme je vivais toujours avec mes gars qui fumaient autour de moi, et bon,
Donc j'ai repris. Toujours, j'ai toujours repris, j'ai toujours rechuté. Mais en 2006, quand il y a eu ce tournant-là, et surtout que je me suis marié, enfin en tout cas que j'ai rencontré une femme, et je savais que elle, c'était pas du tout son mode de vie, quoi, tu vois. Elle n'avait pas accepté que je sois défoncé, tu vois. Ça, bah, tous ces éléments-là ont suffi à faire en sorte que coupure radicale. Et vraiment, depuis ce jour-là, j'ai jamais refumé, bu. Est-ce que même j'ai rebu? Peut-être pas, hein. Mais non. Ah ouais, l'alcool aussi. Ouais, mais après, l'alcool, j'avais jamais été fan, en fait. J'ai Ah, jamais ok. vraiment apprécié. Je trouvais que ça me réussissait pas. Je me trouvais bête. Et tu vois, t'es là avec les filles, tu deviens collant, tu deviens... Non, j'aimais pas du tout la personne que j'étais après avoir bu. Donc ça, j'ai jamais été vraiment... J'ai jamais eu d'addiction, quoi, tu vois. Et Hmm. la fumée, bah voilà, je trouvais que ça aussi, ça me rendait pas service. En fait, quand je commençais à avoir une vision à peu près claire de l'homme que je voulais être, ben, j'avais l'impression que toutes ces choses-là, ça collait pas avec ma personnalité, la personnalité de celui que je voulais être, et entre guillemets, le leader que je voulais être. Et donc, j'ai pu couper à ce moment-là assez facilement. Hmm. Ah, super. Moi, j'ai eu un parcours un peu plus complexe. Je pense que moi, ça m'a pris à peu près 6 mois, Mhm, voire plus. C'était très, très difficile parce que moi, ça faisait tellement des années. En fait, c'était vraiment le mode de vie. Mais moi, c'est plus une rencontre qui m'a permis de sortir de ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup accompagné, qui était aussi psy, donc c'était pas que médical. mhm, Et c'était difficile aussi en ce sens que c'était pas très, très normal dans la communauté de dire que je vais voir un psy, tu vois. Parce que tu mhm. peux dire je vais à l'hôpital, tu vois, ça c'est normal. Mais quand tu dis je vais voir un psy chez nous, ça veut dire que t'es fou, tu Ouais, vois. Et c'est très compliqué. Ça fait que tu as deux combats. Tu as le combat où tu joues à cache-cache, tu vois. Et tu as l'autre combat où il faut que tu te soignes. ouais. Et bah, j'ai dû faire ce jeu-là, justement. Et j'ai eu la chance à la fin de pouvoir m'en sortir. De plus jamais. J'ai plus, moi, je crois que ça doit faire 8 ans aujourd'hui. J'ai plus jamais eu à toucher, même la cigarette. Mhm, Et, et j'ai pas je me sens pas à risque, quoi. Donc, je peux avoir des gens à côté de moi qui fument. Et puis, c'est vrai que je préférais ne pas avoir des gens qui fument à côté de moi, mais je ne ressens pas le besoin, donc je ressens pas une rechute, quoi. Donc, j'ai réussi complètement à couper, mais c'était très difficile. C'était tous les jours, c'était un combat. Tous les jours, j'avais l'impression que j'allais craquer et ça m'a pris mhm. beaucoup, beaucoup de temps. Mais à la fin, quand j'ai réussi à traverser ce truc-là, déjà, déjà, j'ai économisé beaucoup d'oseille parce que Je t'assure, c'est beaucoup d'argent je quand même. t'assure, je t'assure. Donc, et puis, franchement, c'est pas pour donner des leçons aux gens. Moi, dans mon parcours, j'ai rencontré plein de personnes qui performent en se shootant, en prenant même des trucs vraiment beaucoup plus durs, tu vois, Mhm, je juge pas, chacun fait comme il veut, mais de mon expérience, je pense que c'est un gain en termes d'énergie, en termes d'espérance de vie et même en termes de trajectoire. T'as beaucoup plus les idées plus... T'as l'espace mental, en fait, pour réfléchir mhm, sur qu'est-ce que je fais de ma vie, comment est-ce que je construis les choses. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup dans la communauté. Pourtant, il y en a plein, plein qui se shootent, même parmi des entrepreneurs. C'est pas, j'indexe pas les gens, tu vois. C'est vraiment pour dire que c'est comme une maladie et ça peut se soigner. Et ça commence déjà par prendre conscience que tu es malade. Et mhm. ensuite, tu peux rentrer dans un process où tu te soignes. Maintenant, la méthode pour se soigner, elle est assez protéiforme. Tu vois, toi, t'as eu un truc où tu as coupé tout court. Moi, ça m'a pris plus de temps. J'ai dû me faire accompagner, euh, se mettre à nu, parce que c'est un petit peu ça de parler à un psy. C'est quand même, c'est pas évident quand même parce que là, tu peux pas te mentir à toi-même, donc tu dois Mhm. parler les choses telles qu'elles sont et dire des choses pour que on puisse t'apporter des solutions, pour qu'on puisse être en capacité de te donner des pistes de sortie. Donc, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, la façon dont toi, tu as coupé. Ça peut aider peut-être d'autres personnes qui veulent expérimenter ça, couper drastiquement et, s'électrocuter, quoi. Non, mais après, comme je te dis, comme tu as dit, chacun a sa manière de vivre la chose. Et donc, à partir du moment où toi, tu sais que pour toi, ça va fonctionner, ben,
c'est bien de le faire. Moi, effectivement, j'ai essayé d'y aller petit à petit et tout, mais ça a jamais fonctionné. Peut-être que j'ai compensé aussi la consommation de joints par la bouffe, tu vois. Il y a de ça, hein, franchement, ça joue beaucoup. Moi, j'ai pris, je crois, plus de 30 kilos entre le moment où j'ai Ah, arrêté de quand même. fumer. Ouais, ouais, ouais. C'est cette année que j'ai perdu 25 kilos. Mais en arrêtant de fumer, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pris de poids. Euh, peut-être que c'est de la compensation, tu vois. Et peut-être que si Ouais. j'étais allé sur un ressort psychologique, j'aurais pu désamorcer la raison qui fait que je fumais, tu vois. Peut-être, je sais pas. Franchement, la psychologie humaine elle est très compliquée. Mais je sais qu'à un Mhm. moment, je commençais à entendre des voix, ça me faisait pas du bien. Tu vois, vraiment, ça Ouais, me faisait pas du bien. ça me parle tellement. Ça te parle Yes. aussi. Ok. Ouais. Les Déjà, deux, ils vont les deux, croire qu'on est fou. On dit, mais c'est qui, c'est qui? on va dire c'est qui ceux-là, là? Ouais. La réalité. Franchement, moi, ça a vraiment été ça. Donc, et je suis bien Yes. content d'avoir arrêté. Ouais. Donc, on revient en Centrafrique. Tu redécouvres ton pays de naissance, la famille. T'as fait combien de temps, justement, la première fois que t'es revenu au début des années Semaines. 2000? Au début, on était parti pour 2 semaines, après 4, après 6. Au bout de 6, mon patron ici m'a dit, il faudrait que tu rentres quand même, hein, t'as des choses à faire. Et c'est quoi en fait que tu te dis lorsque tu rentres? Est-ce que tu as des idées claires sur des choses que tu comptes lancer? Ou alors, première étape, je change complètement de vie et ensuite je dessine des nouvelles perspectives. Ouais, alors, j'avais pas d'idée claire parce que moi, je suis pas quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un d'intuitif, en fait, tu vois. Mhm. Et il y a beaucoup de choses que j'ai faites et si on a l'occasion d'en reparler, tu verras. euh, c'est souvent des intuitions, comme des voix qui me parlent, en l'occurrence. Et je me dis, bon, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, en l'occurrence, tu vois, première voie, il faut que j'aille en Afrique. Il faut que je rentre dans mon pays, premièrement. Et tu vois, avant, je m'étais toujours dit, alors que tous mes potes me disaient, on va en Thaïlande, on va ceci, on va cela. Moi, j'avais toujours dit, je prends pas l'avion si c'est pas pour rentrer dans mon pays. Donc, les seuls endroits où j'avais voyagé, c'était Amsterdam, l'Espagne, la En centrale. Belgique, l'Allemagne, tout ce qu'on pouvait faire en voiture. Mais prendre l'avion, je disais, je prendrais jamais l'avion avant de le prendre pour aller au pays. Ça, tu vois, c'était une intuition que j'avais. Et donc, le départ en Centrafrique, ça a été une intuition aussi. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Après, quand je suis rentré, bah, je dis, bon, bah, maintenant que j'ai coupé cette vie-là, bah, je vais reprendre les études de droit. Je vais terminer et je vais me mettre vraiment à fond dans mes études de droit. Donc, là aussi, ce que j'ai mis en place, c'est ça, première chose. Rencontrer la femme, tu vois, je me suis dit, bon, j'ai 23 ans, il faut quand même que je me marie, que je trouve une femme pour me marier. Et à l'époque, j'étais avec une fille que j'ai plaquée quand je suis rentré de Centrafrique. Et Comme ça, sur un coup de tête, sur un coup euh, de tête, je te dis vraiment, c'était sans transition, sans... transition de newborn. Tu connais le concept Ah du ouais, newborn? Je c'est l'ai plaqué fort ça. direct. J'ai fait comprendre que j'étais un nouvel homme et que j'avais besoin d'une nouvelle vie, quoi, tu vois. Mais après, à 20 ans, tu plaques une fille d'un an, c'est rien. Une fille à qui tu as passé un an, c'est rien. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend, on réfléchit, tu vois. Mais à l'époque, c'était facile. Et donc, tu vois, j'ai reçu une voix qui m'a dit, tiens, il y a cette fille-là qui est dans cette famille-là, dans la même ville que tu connais, qui est de ton pays, qui est de bonne famille. Voilà, épouse-la. Tu vois ce que je veux dire? Et tu pensais direct au mariage, c'est pas genre commencer un truc, essayer de voir s'il y aurait et tout. Direct Direct mariage. pour le mariage, tu vois? Comment ça c'est possible? Est-ce que là c'est vraiment juste la voix ou peut-être il y a une empreinte familiale chez nous où à partir de 22 ans, 23 ans, on se marie, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en vrai, moi, je suis le premier à m'être marié dans ma fratrie, alors que je suis le troisième garçon. J'ai 5 sœurs derrière moi, mais je suis, non, 4 sœurs derrière moi, pardon. Mais je suis le premier à m'être marié. Donc, je sais pas, en fait. Je te dis, c'est des Ah, c'est intuitions. incroyable ça. Je peux pas t'expliquer tout ça. Après, dans les milieux évangéliques, à l'époque où j'étais, on sort pas avec les filles pour rigoler, tu vois. Ouais, quand Ouais, même, ça va. tu sors avec une fille, c'est pour la marier au bout d'un moment, quoi. Et là, en plus, je sais pas, j'avais la conviction que dans ce processus-là de structuration dont j'avais besoin, bah, avoir une femme, ça faisait partie aussi de cette construction, tu vois. Mhm. Donc, bah, j'ai rencontré cette fille-là, Angela, avec qui je suis jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'ai posé mes pièges, j'ai fait mes stratégies, et on a pris la route du mariage, on s'est marié en 2011, tu vois. Wow. Totalement, totalement. Donc c'est ça que Est-ce- j'avais comme idée en rentrant. Mhm. Et ça veut dire que forcément,
Elle te suit sur... parce que c'est quand même chaud, tout ce que tu fais, on va en parler, tu fais plein de trucs. C'est Hmm. limite à se demander combien de temps est-ce qu'il passe chez lui avec sa famille. Et on l'a pas dit aussi, je crois que tu as 2 ou 3 enfants. Elle a 3 enfants, ouais, Ouais. Hmm. Oui, oui, oui. Non, mais elle me suit, oui. Parce que je pense que, tu vois, tu n'es pas. C'est pas au moment où tu es né que tu es devenu celui que tu es aujourd'hui. Non. Je veux dire, ce que je suis aujourd'hui, ça ne s'invente pas. Je le suis depuis que je suis petit, en fait. Tu vois? Mhm, Et quand je me suis mis avec elle, par exemple, j'étais à l'église, ben, j'étais responsable du groupe de jeunes, tout de suite. Je prêchais à l'église. C'est-à-dire que mhm. j'annonçais la parole, je travaillais sur les. Tu vois, donc, Leadership. comment? Il y avait du leadership à chaque fois. Donc, quand elle m'a épousé, elle savait que j'étais déjà. Aujourd'hui, je suis dans du leadership dans ce que je fais, mais je le faisais avant. Et avant, quand j'étais dans la street, j'avais monté mon équipe aussi, tu vois. Ouais. Donc, Mhm, d'ailleurs, le jour où je suis parti, l'équipe s'est disloquée. Donc, elle sait qui elle épouse. Et elle épouse pas un mari qui est à la maison le week-end, qui joue à la console, qui s'occupe des travaux, tout ça. Non, c'est pas ça. Elle a épousé quelqu'un qui est en train de se battre, qui, quand il a une cause, ben, il y va à 200%. Et il n'est pas forcément disponible, il est toujours à gauche, à droite, dans sa mission de vie, tu vois. Et donc, yes, elle, je pense qu'elle l'a accepté. En tout cas, si elle voulait autre chose, elle aurait pris quelqu'un d'autre, je pense. effectivement. Donc, tu as terminé tes études et tu as commencé à bosser en tant que juriste ou tu as fait des petits trucs à côté Ouais, alors en fait, si tu veux, en 2009 ou 2010, je termine le master, j'obtiens mon master, et en parallèle, je voulais devenir avocat à cette époque. Donc, comme ton père? Je voilà, crois que ton père, il était avocat aussi. exactement, il est Ouais. avocat. Donc, je voulais devenir pour reprendre le cabinet parental. Et pour devenir avocat, en fait, une fois que tu as fini ton master 1 ou ton master 2, il faut que tu passes un concours pour rentrer à l'école d'avocat. Et donc, j'ai tenté ce Je crois concours. 2 ans encore. Ouais, 18 mois, exactement. 18 mois. Donc, j'ai tenté ce concours. Une fois, je l'ai raté. Deux fois, je l'ai raté. La première fois que je l'ai raté, bon, j'estimais que j'étais pas assez bien préparé. Je me suis dit, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc, je le retente une deuxième fois. Et là, beaucoup mieux préparé. J'ai fait une prépa. Enfin, vraiment, je me sentais être au taquet, tu vois. Et je le rate encore. Donc, la grosse déprime. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment, tu vois, moi, mon but dans la vie, c'était que ça, quoi, tu vois, prendre la suite Mhm, du daron. Et donc, il fallait que je devienne avocat, quoi. Et là, je me dis, bon, remise en question, qu'est-ce que je fais? Et il y avait une autre, je voulais pas repasser une troisième fois le concours parce que je trouvais que c'était intense quand même. Il y a une troisième voie pour devenir avocat qui est de celle d'avoir un doctorat, tu vois. Donc, mhm. je m'inscris en doctorat, je prends un sujet de thèse et je commence à bosser en thèse. Et en parallèle de ça, bah, je me marie et je travaille en tant que juriste, mais à temps partiel au départ, tu vois. Ouais. Et donc, je fais ma petite vie comme ça, avec le droit d'un côté, enfin, la thèse d'un côté, la vie de famille de l'autre, et de l'autre encore mon travail de juriste. Et il y a une petite lumière dans mon esprit. Un jour, j'ai un de mes potes qui m'appelle et qui me dit, viens, faut qu'on fasse quelque chose pour la diaspora africaine. Je dis, ah ouais, effectivement, ce serait intéressant. Nous, on est un peu des enfants de Kémy Seba à l'époque, tu vois. Enfin, les petits frères de Kémy Seba, on va dire. Et on voyait ce qu'il faisait, on se disait, ah, c'est intéressant. Voilà quelqu'un qui prend la défense de la cause, mais nous, on voulait le faire différemment. On se disait, il faut qu'on le fasse d'un point de vue business, d'un point de vue pragmatique. Pas forcément avec le couteau entre les dents et d'aller nous battre dans la rue. Ça correspondait pas trop avec nos personnalités. Et donc, c'est Mhm. comme ça qu'on s'est dit, bon, bah, on va créer, on s'est retrouvés un jour, on était quatre comme ça chez mon pote, et on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'avais toujours cette idée de créer un annuaire dans lequel on référencerait les professionnels issus de la diaspora pour pouvoir faire du business entre nous, tu vois, comme on voyait les autres communautés faire. Et donc ce jour-là, on a pris la décision, je me souviens, c'était en juin 2011, 2 mois avant mon mariage, en tout cas un mois et demi avant mon mariage, eh bien de créer un réseau d'affaires tourné vers la diaspora. Et avec l'idée, dans un premier temps, juste de faire en sorte que ceux qui ont des contacts, bah, les mettent dans l'annuaire. Et comme ça, nous, dès qu'on a besoin d'un avocat, d'un expert comptable, d'un plombier, d'un électricien, tous ces besoins qu'on a au quotidien, eh bien, on va passer prioritairement par les membres de notre réseau. Et ça, c'est le premier jour de l'acte fondateur de Black Network, tu vois. Ok. Donc en fait, tout ce que tu peux avoir besoin dans la vie, que tu vas d'abord le chercher
dans ta communauté, les prestataires en tout cas que tu ailles les chercher dans ta communauté. Et ce n'est que quand tu ne trouves pas que tu vas à l'extérieur, quoi. Exactement. Moi, c'est ça mon avis aujourd'hui. Mais comment est-ce que ça t'est venu en tête? Parce que ça, c'est un modèle plus qu'on voit chez, je sais pas si on peut dire le terme parce que j'ai souvent peur de prononcer, chez, euh, c'est pas péjoratif de le dire, non? C'est chez les juifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est une pratique qu'on voit beaucoup chez les juifs, par exemple. Totalement, totalement. Et nous, c'est ce qui nous a inspirés, en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'on voit, tu parles des juifs, mais on peut Et voir encore, c'est vraiment pas pour critiquer, hein. Moi, je trouve ça bien. On sait pas pour faire totalement, une scission ou. Moi, je totalement. trouve ça bien Mais de on s'en faire est inspiré. passer. Pour te dire, on s'en est inspiré. Tu vois, moi, je te le dis totalement. C'est, là, tu peux le voir chez les juifs, mais aussi chez les Turcs. Oui, en Allemagne, il y a une grosse communauté ici de près de 4 millions. Ouais. Il y en a, ils font même 20 ans ici en Allemagne. Il n'a pas besoin de prononcer un mot en allemand. Il Mm. veut n'importe quoi. Médecin, avocat, il a tout. Ouais. Même des banques, ils ont leur propre banque localement et ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent bouffer. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. C'est incroyable. Puis ils sont là depuis peut-être 5 ou 6 générations. Donc c'est hyper puissant quoi, ici en Allemagne, en tout cas pour les Turcs. C'est vraiment ça, hein. Et nous, on les voit, tu vois. Alors, je sais qu'en Allemagne, ils sont très présents, mais ici aussi, d'une certaine manière, nous, on a grandi dans les cités, tu vois. Et on Mhm. voit, en fait, il y a quelque chose que j'expliquais récemment. Je dis, tes potes vietnamiens, au début, on était tous ensemble, tu vois. Tous Mhm. ensemble quand on était petits, à la cité, on jouait au foot. Après, quand il a fallu trouver du travail, bah, eux, ils sont retournés vers leur communauté. Et leur communauté les a aidés à s'insérer professionnellement. Et ils ont trouvé une femme et ils ont fait et aujourd'hui, ils vivent dans leur communauté. On se parle encore et tout, mais leur écosystème est celui de leur communauté. Et idem pour beaucoup d'autres communautés. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne le fait pas? Tu vois? Pourquoi est-ce que nous, on devrait attendre que de s'insérer parfaitement dans des systèmes qui veulent pas de nous pour du travail, qui veulent pas de nous pour du logement, qui veulent pas de nous aujourd'hui, c'est un grand sujet sur le financement des entreprises. Bah, plutôt que de pleurnicher et d'être là, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous, bah, nous, on s'organise. On a choisi de dire, on va travailler ensemble pour trouver du travail, pour trouver des logements, pour trouver du financement pour nos entreprises. C'est ça, en fait, tu vois. Et ça ne nous empêche pas, quand on n'a pas la possibilité, bah, d'aller travailler avec d'autres. Mais le principe, c'est celui-là. Effectivement, de faire un peu comme comment dire, un peu comme les Américains ils font dès qu'il n'y a pas le truc à l'intérieur, ils créent juste un tunnel comme ça, mais Exact. c'est du partenariat, c'est pas on n'est pas ensemble, on est Ouais. partenaires sur un segment et dès que le deal il est close, bah chacun rentre chez lui quoi. C'est exactement ça. C'est là où on veut aller. Nous, on considère que, comme je te disais, hein, la vision, c'est on nous a amenés en France pour réussir professionnellement. Et pour réussir professionnellement, on identifie que bien souvent, il y a un plafond de verre. Pour le financement, il y a un plafond de verre. Pour le logement, il y a un plafond de verre. Pour le recrutement, ben, nous, on va créer des solutions pour exploser ce plafond de verre en étant solidaires et en s'entraidant entre nous. C'est ça. Ouais. Mais ça fait quand même longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi? Il y avait une plateforme, il y avait comment est-ce que l'annuaire était Ouais. comment est-ce que vous avez mis ça en place? Alors, au début, il y avait uniquement un Google Sheet, tu vois, tout simple, où chacun mettait son nom et chacun mettait ses compétences. Et après, dès que tu avais besoin, tu allais là-bas. Seulement, on a remarqué que ça fonctionnait pas, tu vois, parce que les gens ne se connaissaient pas, ils avaient jamais parlé, et donc ils se sollicitaient pas les uns les autres. C'est comme ça que, en discutant une fois avec un de mes oncles qui venait des États-Unis, de Washington, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Il m'a dit non, mais en fait, la solution, c'est d'appeler quelqu'un, un aîné, qui vient et qui vous partage ce qu'il considère comme étant les clés de la réussite. Et après, vous allez tirer des enseignements de ce que lui a à vous dire. Et en même temps, comme vous allez vous voir, bah, vous allez finalement apprendre à Connecté. connecter les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'événementiel. Et donc, depuis maintenant, on a commencé en 2013, les événements, en novembre 2013. Là, en novembre 2023, ça a fait 10 ans. Eh bien, on organise plusieurs types d'événements. Il y en a un qu'on appelle les clés de la réussite. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est on invite quelqu'un qui a réussi dans son domaine. On a reçu jusqu'à Harry Roselmack, des boss de fonds d'investissement, Amadou Sidibé du K54, qui est le plus grand tournoi de streetball au monde. Et donc, ils nous partagent ce qu'ils considèrent comme étant les clés de la réussite. Et nous, en même temps, on apprend de ces aînés
Et ça nous permet aussi de nous voir régulièrement, de nous connecter. Et t'imagines qu'en 10 ans, ça a permis de connecter pas mal de personnes de la diaspora, tu vois. Ben, j'imagine. C'est combien de personnes aujourd'hui à peu près? Alors, en adhérant, parce qu'aujourd'hui, on est un réseau, donc avec des adhésions. En Mhm. adhérant, on est à plus de 200 et j'ai envie de finir l'année à 300 membres. Après, en communauté, sur tous nos réseaux, on est plus de 30 000, tu vois. 20 000 Ok. sur LinkedIn, 13 000 sur Instagram. Et après, si tu mets les newsletters, tout ça, il y a peut-être des recoupements, mais on est plus de 30 000 en tout cas à suivre le mouvement. Du coup, c'est quoi? C'est une association ou c'est juste du point de vue juridique ou alors c'est une entreprise en Non, soi, une du point SARL? de vue juridique, il y a plusieurs choses. Black Network est et restera une association. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas juste un réseau d'affaires, on est un réseau de solidarité et d'affaires. Et la dimension solidaire, elle est importante et c'est là que l'association prend tout son sens parce que on va donner de notre temps pour faire en sorte que les membres de la diaspora puissent avoir de la visibilité, puissent avoir des opportunités. Je donne un exemple. On a un événement qu'on appelle les Baby Shower, Black Business Shower. La genèse de cet événement, c'est Ah que, ouais, ouais, l'inspiration. la jeunesse de cet événement, c'est que non, j'avais vu un tweet de Elon Musk qui disait pourquoi lorsqu'une mère donne naissance à un enfant, on vient tous et on donne un cadeau à l'enfant, un cadeau à la mère et on souhaite tous nos vœux de longue vie à la mère et surtout à l'enfant. Mais quand un de nos membres ou quelqu'un de notre entourage lance un business, on va pas l'encourager de cette manière. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, baby shower pour les mamans, Black Ah, Business Shower pour les entrepreneurs, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce système-là. Là, tout le dernier qu'on a fait, c'est une sœur qui a créé une boutique de lunetiers où elle crée des lunettes sur mesure parce qu'elle a découvert, elle qui est opticienne, que tous ceux qui sont de la diaspora, en tout cas les afro-descendants, ont des formes de visage différentes des formes classiques, avec des pommettes plus saillantes, un nez plus long, une différence entre les oreilles et le nez plus importante. Et ce qui fait que les lunettes que on fabrique dans le marché ne vont pas au visage afro, tu vois, ne vont pas parfaitement. Et donc, elle a créé des lunettes sur mesure pour faire en sorte que nos lunettes nous conviennent parfaitement. Et à côté de ça, ces lunettes-là, elle les fait avec des imprimés wax. Et ça aussi, c'est un peu de design de Chine, quoi. Ouais. exactement avec des designs, tu vois. Et donc, à partir de là, on est allé, elle a ouvert une nouvelle boutique. On est venu, on a amené toute notre force, on a fait une belle vidéo qu'on a diffusée sur les réseaux et qui a été vue à plus de 10 000 personnes. Elle m'a dit ça générait de la commande pour elle également. Donc voilà, on a fait tout ça pour lui permettre d'avoir de la visibilité. Et ça, si on lui faisait payer, bah, elle pourrait pas assumer, tu vois. Et donc ça, c'est Surtout au quelque début. chose, voilà, qu'on donne de notre temps pour faire avancer la cause qui est l'insertion professionnelle de notre communauté. Wow, c'est super intéressant le concept. Et c'est quoi? C'est un truc comme ça que vous faites pour tous les membres adhérents ou c'est pour certaines? C'est principalement pour les adhérents qui en ont besoin, tu vois. Ok. Mm. Franchement, c'est méga intéressant. Et peut-être on va revenir légèrement derrière. Lorsque vous lancez les premiers événements, c'est avec qui, vu que vous êtes nobody dès le départ, comment est-ce que vous réussissez à avoir des gens qui Ben, ont de l'expérience et qui viennent pitcher ouais, justement? c'est intéressant parce qu'en fait, on est nobody, mais moi j'ai coutume de dire que tout le monde a un réseau. Donc si au départ, effectivement, tu connais personne, en réalité, quand tu appelles ton père, ton oncle, tout ça, bah, tu connais des gens, en fait, tu vois. En Mhm. l'occurrence, nous, le tout premier événement, moi, je suis un fan de rap, rap français. Tu vois, depuis, je suis vraiment un fan. Toute ma vie, c'est du rap. Dans ma voiture, pendant le mariage, j'en écoutais du rap. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Ah ouais, quand même. Non, non, je te jure, moi, j'aime trop ça. J'imagine la tête de ta femme. T'imagines, mes enfants sont biberonnés au rap. C'est la musique de ma vie, quoi, tu vois. Et à l'époque, on parlait dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Facebook, à l'époque des groupes Facebook, avec, on parlait tous d'un rappeur et on parlait avec tous les acteurs qui étaient dans l'entourage de ce rappeur, Lino du groupe Arsenic. Et Ah, Lino, j'adore. tu connais Lino? Je trouve qu'il n'est pas assez, il est pas assez valorisé par rapport à la qualité, la profondeur du texte, la profondeur de. C'est le talent. Franchement, parmi les anciens, il fait partie des gars qui, je me rappelle avec mon pote Luther quand on siphonnait ses sons à l'époque et tout. Il est vraiment fort.
vraiment fort. Même quand il est en featuring avec, à chaque fois, c'est un massacre. J'adore Lino, C'est j'adore. un génie, c'est un Ouais. génie. Et nous, donc, on avait un groupe Facebook où on décortiquait ses textes, on allait à ses concerts, vraiment, tu vois, le truc de passionné, quoi. Mais on parlait aussi avec toute son équipe de l'époque, le secteur A. Et Mhm. donc, le premier événement, bah, on a invité l'un des fondateurs du secteur A, tu vois, Ah ouais, quand même. et leur parcours, parce que c'était eux, c'est une vraie aventure entrepreneuriale qu'ils ont Il vécue. faut qu'on fasse une pétition pour Lino en vrai. Lino. Il y a lui aussi un autre là que je trouve qu'il est pas suffisamment côté Alpha One, tu vois. C'est Ah des gens, oui, ils sont ouais, au ouais, niveau du texte, tu vois. ouais, ouais, Mais ouais. bon, comme ça rentre pas dans la doxa, Pas du c'est pas très mainstream, très, ouais, c'est ouais. ça, c'est exactement ça. Ben voilà, en tout cas, c'est ce qu'on Donc ils faisait. sont venus, c'est le cofondateur qui est venu pour l'un des Parler. premiers événements. La première, c'est lui. Après, il m'a recommandé un de ses potes qui était chirurgien ophtalmo, tu vois. Mhm. Et donc, il est venu. Après, j'ai fait venir mon père. J'ai trouvé des oncles qui étaient dans le Ah ouais, business. ton père il est venu? Ouais, mon père est venu pour nous parler de son métier, tu vois, et de nous donner des conseils en tant que... Qu'est-ce qu'il pense en fait de tout ça, Ben, du en fait, réseau? eux, leur génération, il y a deux sujets. C'est que eux, quand ils nous voient, ils nous disent que on fait ce qu'ils auraient voulu faire, mais que eux Mhm. ne pouvaient pas faire parce qu'ils étaient venus, ils n'avaient pas les clés de ce pays. Ils comprenaient pas forcément le pays. Donc, même, il y a beaucoup de parents qui rasaient les murs, tu vois. Donc, Fallait s'intégrer déjà et tout. exactement. Il fallait qu'ils s'intègrent, il fallait qu'ils développent professionnellement, tu vois. Et une fois que, quand ils ont pu se développer professionnellement, ils ont plus pensé à ça. Mais ils étaient déjà âgés, tu vois. Alors que nous, on a grandi ici. On a les codes. On a tous des diplômes. En tout cas, on est nombreux à avoir des diplômes. On a une situation financière qui est quand même correcte. On sait comment se débrouiller pour, tu vois, gagner 2 000 € par mois. C'est pas insurmontable pour nous aujourd'hui, tu vois. Mhm. En faisant les petits boulots, on peut trouver des moyens. Et donc, tout ça a fait en sorte que, eux, ils aiment beaucoup ce qu'ils font. Et mes oncles, mes pères, mes tantes, c'est ceux qui me poussent. Ils ont toujours eu une petite frayeur par rapport au côté communautaire parce que en France c'est mal vu. Mais Mhm. comme aujourd'hui on a tourné notre focus sur l'Afrique, sur le retour en Afrique, sur la nécessité de valoriser l'Afrique, ben ça c'est quelque chose qui leur parle énormément, tu vois. Donc c'est des soutiens. Hein. Moi, mon père me soutient énormément. Mes oncles aussi, ils sont tous derrière nous, quoi, tu vois. Ah, super. Donc, tu lances ces événements-là. Il y a l'un des cofondateurs du groupe de Lino qui intervient, ton papa, et dernièrement, tu as dit que pour Harry Roselmack, c'est dans les derniers, parmi les Ouais, derniers hop, intervenants. c'est 2018, Ah, quand oui, même, ouais. tu vois. Ok. Mais en fait, si tu veux, tu peux fédérer grâce au message, tu vois, Mhm. au message que tu défends. Par exemple, toi, aujourd'hui, ton podcast s'appelle Débrouillard. Moi, dès que je vois Débrouillard, ça me parle. Parce que je me sens débrouillard, tu vois. Je me sens dans le hustle, en train de chercher des solutions. C'est un message qui fait écho chez moi. Et la question de l'insertion professionnelle de la diaspora africaine et afrodescendante, toutes les personnes de la diaspora se sentent touchées par ce message, tu vois. Donc elles ont toutes envie que on soit pas les derniers du monde, que on ait du travail, que on vive dans des bons logements, que on envoie nos enfants dans des bonnes écoles. Tout le monde a envie de ça. Donc forcément, quand tu parles à quelqu'un, il y a de fortes chances que ça fasse écho chez lui et qu'il ait envie de participer à cette dynamique-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle avec, je pense, la crème de la crème de la diaspora africaine et afrodescendante. Tu vois? Yes. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait j'ai envie de voir un petit peu la transition entre le moment où ça commence à bien prendre parce que je pense que Black Network, en tout cas moi, j'entends parler de ça au moment où on va revenir dessus, au moment où tu lances le podcast, parce que moi je D'accord. connaissais pas avant, quand je vois le podcast, je regarde le truc, je vois les invités, je vois un peu le temps, et ensuite je creuse et c'est là où je découvre la sauce. Mm. Et donc c'est je crois que c'est à peu près vers 2017-2018 que il y a une explosion, c'est ça? Ou- Non, tu parles du podcast? Non, non, pas le podcast, on va y arriver Ah, quand je ok, d'accord. du Black Network. C'est vrai que c'est lancé depuis, mais j'ai l'impression que c'est depuis peut-être 6 ans, 7 ans, Mm. qu'on commence à prendre. Parce qu'avant, ça n'existait
quasiment pas, quoi. Tu vois, Ouais. même les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est récemment, en fait, que ça. C'est comme si c'était limite, c'est comme si c'était secret, quoi, que c'est pas C'est un très truc secret. Je sais ce que qui tu veux dire. partageait. Je sais là où tu veux en venir. Ouais. C'est ça que j'ai envie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se Ouais, passe, pourquoi, euh, de base, au moment de la création, on dirait que c'était juste du bouche à oreille, et puis à un moment, il y a une explosion, on voit partout sur les réseaux. Il faut oui. aussi qu'on en parle de ça, votre Ouais. façon de communiquer sur les réseaux, chaque post, en plus sur LinkedIn, là où c'est un peu complexe, à que quelques rares personnes, en tout cas dans notre communauté, ils sont pas nombreux à percer sur ce réseau social-là. Donc, je Mm. voulais que tu me parles un petit peu de tout ça, quoi. Oui, en fait, l'élément déclencheur pour moi, c'est la rencontre avec Nofi. Je sais pas si tu connais Nofi, le Nos média. fils, c'est ils font aussi des trucs un peu afro, non? Ouais, exactement. En fait, ça Je part pense qu'on a d'une. bossé avec eux en 2019. J'avais Ok. mon ex-associé de l'époque, on avait, il faisait, donc tu pouvais payer pour apparaître sur le média, et on avait poussé un truc là sur un business qu'on avait sur l'immobilier. D'accord, bah exactement. C'est à la base, ils avaient une marque de t-shirt qui s'appelait Noir et Fier. Et C'était eux ça? Moi je connais. C'était eux? ouais, c'était eux. C'est le fondateur, Nofi. C'est Ah, lui, je savais Christian pas. Zella. Donc, il avait la marque de t-shirt qui s'appelle Noir et Fier. Ensuite, il a enchaîné avec un média qui s'appelait Nofi. Donc, Noir et Fier, Nofi. C'est la contraction de Noir et Mhm. Fier. Et fier. Et donc, c'est un média qui se dit premier sur la culture noire. Et donc, bah forcément, Ils dans sont notre. gros, hein. En tout cas, ils étaient gros à l'époque. J'ai pas Ah suivi ce qu'ils oui, sont devenus. Ils étaient Facebook, très gros un à million de l'époque. followers. Et aujourd'hui, sur Instagram, ils sont relancés. Ils sont à plus de 200 000 quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas rien. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que on invite tous ces gens-là. Et un jour, on fait une rencontre avec Christian Zella, donc le fondateur de Noir et Fier et de Nofi. Et on vient pour parler de justement du business communautaire et de voir est-ce qu'on peut lancer des business pérennes en se basant que sur la communauté. Et donc on le reçoit et ce jour-là, moi j'avais mis mon t-shirt Thomas Sankara que j'avais acheté dans la boutique Nofi, j'étais très fier de moi. Et c'est là, il me dit, mais comment c'est possible que vous êtes là, ça devait être en 2016, donc depuis 5 ans, vous faites ça, et moi, fondateur de Noir et Fier, qui s'est connecté avec la communauté, j'ai jamais entendu parler de vous. Après, je lui explique, je lui dis, nous, on était un groupe secret, parce qu'à l'époque, on était secret. Pourquoi on était secret? Je pense que la raison officielle, c'était que on faisait du réseau, donc on voulait filtrer au maximum qui rentre dans le réseau. Et la raison officieuse, c'est qu'en réalité, on avait peur, tu vois, de développer un tel projet en France que on nous coupe l'herbe sous le pied et on nous fasse disparaître. Donc c'est comme ça que on lui explique ça et il dit non, c'est pas possible. Il dit tu peux pas porter un t-shirt de Thomas Sankara qui s'est battu pour exister et pour mener la cause que nous on connaît et qui parce qu'il s'est battu et parce qu'il a porté la voix haut, ben aujourd'hui on est tous fiers et on porte son t-shirt. Et tu peux pas porter ce t-shirt là et toi tu es là, tu te caches et tu travailles en demi-teinte quoi. Et quand il m'a dit ça, tu vois, ça a déclenché quelque chose chez moi. Ça a Ouais. débloqué quelque chose chez moi. Je me suis dit, ah, c'est fini donc. On peut pas se Et cacher. toi, ta peur officieuse, comme tu dis, c'est la peur d'être accusé de faire du communautarisme. Exactement. Ok. Exactement. Ça, c'était la crainte qu'on avait à l'époque. Et donc, depuis ce jour-là, on a dit, OK, il a raison, faut qu'on assume, comme tous nos illustres prédécesseurs, qui, eux, ont porté le combat haut et fièrement, il faut qu'on arrête de se cacher. Et c'est de ce jour-là que on a créé une page Facebook officielle, on a créé un site internet, en fait, qu'on est devenu visible. Et c'est pour ça que tu verras que dans tous nos contenus aujourd'hui, depuis 2016, on est toujours avec nos filles. Toujours. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont fait, c'est le contact, la reconnaissance de nos filles qui a fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Tu vois. Yes. Waouh. Ça, je savais pas du tout qu'il y avait une si gros impact de Nofi sur votre lunch. Et donc, du coup, et quelque part là, j'ai vu que tu étais chroniqueur sur le truc de Kémy Seba là. Comment est-ce que la transition s'est faite? J'imagine que c'est à ce moment-là que tu as coupé les ponts avec Jésus. Non, non, c'était il y a bien plus longtemps. Ça, c'est arrivé en 2014, en fait. J'ai quitté le milieu évangélique parce que, en fait, j'ai assisté à une conférence, justement dans ce même milieu où il parlait de l'origine de la Bible.
la Bible que nous, on lit aujourd'hui, tu vois. Et Mhm. notamment, il parlait du manuscrit de Qumran. Comment est-ce qu'on a découvert la Bible, d'abord, dans la grotte de Qumran, et comment ensuite on a conservé la Bible. Et donc, on la réécrivait, 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 et que par la suite, il a expliqué que il y a eu des choix qui ont été faits pour conserver certains passages et pas d'autres, pour faire en sorte que comment on appelle ça? Oui, en fait, que la recopie de la Bible n'était pas identique à l'original, tu vois? Mhm. Et donc, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais attends, ce texte-là qui sert de base à toute notre foi et à tout notre mode de fonctionnement, en fait, il n'est pas aussi vrai qu'on l'a toujours enseigné depuis que je suis enfant, quoi, tu vois. Et est-ce que je vais me donner ma vie à quelque chose qui est aussi exclusif et qui dit que le seul salut passe par le Christ? Tu peux pas aller au paradis si tu passes par autre chose que le Christ. Enfin, tout ça, ça m'a remis en question. Et je me suis dit, non, j'ai pris un pas de recul en gardant la foi en Dieu, tu vois, parce que ça, c'est mon ADN profond, mais en mettant un peu de côté les religions. C'est ça, moi, là où j'en suis venu. Alors, donc, en 2014, j'ai quitté la religion chrétienne et je me suis dit, tu vois, moi qui ai une croyance quand même forte dans le panafricanisme, mais ça, je te dis depuis 2013-2014, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une voie aussi dans nos traditions africaines, nos traditions spirituelles africaines aussi, qui nous ont été décrites partout comme étant de la sorcellerie. Voilà, tout ça, moi, ça m'a dérangé. Et j'ai, depuis cette date-là, ben, fait un processus de recherche pour essayer de comprendre plutôt quelle est la spiritualité africaine et en disant que si Dieu est Dieu et qu'il aime l'humain, ben, il a dû leur parler et se connecter avec les humains à travers diverses voies. Et il n'y a pas juste une voie qui est le christianisme qui va te permettre d'accéder au paradis, mais l'islam peut-être en est une, le bouddhisme peut-être en est une autre, la spiritualité africaine en est encore une autre, voilà. Et de sortir du prosélytisme qui est d'essayer de convertir absolument tout le monde, parce que c'est quand même la mission que les chrétiens se donnent, mais plutôt de se dire, bah voilà, moi j'ai peut-être cette compréhension-là, peut-être que toi tu en as une autre, l'essentiel c'est qu'on réussisse à vivre tous ensemble et à se comprendre, et moi je respecte ma façon à moi de voir le monde, et je respecte ta façon aussi à toi de voir le monde. D'être dans quelque chose de plus tolérant, je pense aussi. Voilà à peu près. Et dans ton entourage, ça n'a pas d'impact. Je veux dire, j'ai vu que tu avais quand même un milieu plutôt... En fait, ça a été le plus gros risque, en vérité, tu vois. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de crainte, parce que ma femme est très portée sur l'évangélisme, mon père est presque pasteur, mon grand-père est pasteur, mais tu vois, je suis d'une famille très évangélique. Ton père, il est vraiment il était pasteur à côté de son métier Ouais, oui, d'avocat? oui, même jusqu'aujourd'hui, hein, il n'est Ah pas ouais. pasteur, mais en tout cas, il a des grosses responsabilités dans l'église, tu vois. Mhm. Donc, ça n'avait pas été facile, ça, pour le coup, parce qu'en fait, le fait de quitter en fait, la vie que je menais avant, la vie, on va dire, de délinquance, pour dire les choses simples, ça m'éloignait de mes parents. Parce que, tu vois, je vivais la nuit quand eux vivaient le jour, je traînais tout le temps dehors, tu rentres toujours défoncé, enfin, tu ramènes les policiers à la maison. C'est des choses que tes parents, ils peuvent pas valider, ce genre de choses-là. Donc, Mhm. on était toujours en confrontation. Le fait d'avoir coupé avec tout ça et d'être rentré dans la foi chrétienne, qui est le mode de vie que eux, ils avaient, mais ça nous a beaucoup rapprochés. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, avec mon père et ma mère, on est soudés, tu vois. On parle de la même manière, on se comprend beaucoup. Mais le fait de m'éloigner de ce mouvement-là, ça aurait pu Vous briser séparez ça. encore. Exactement. Ça aurait pu briser tout ça. Mais c'est là que je dis qu'en réalité, ce qui nous unit, et ce qui unit ma femme et moi, et ce qui m'unit avec mes parents, ça va au-delà de ça, en réalité. Tu vois, c'est plutôt nos valeurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, comme moi j'ai une tradition très traditionnaliste, j'ai un mode de fonctionnement très traditionnaliste. Tu vois, ma femme est centrafricaine. J'ai pas pris une femme ailleurs. J'ai pris une femme de mon pays pour qu'on puisse se comprendre et que si demain il y a drap, ben on part tous en Centrafrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai sujet. Je l'attendais pas celle-là. C'est que si je lui dis on doit partir en Centrafrique, elle va pas me dire non, mais moi je vais dans mon pays. Elle va... Moi, je suis normande. Qu'est-ce que tu me Ouais, racontes du centre-ville? mais c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai Quand sujet. même, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai... Tout ça, c'est des tabous, c'est des trucs, c'est impossible d'aborder ça. C'est tellement impossible. Ça met les gens mal à l'aise. Pourtant, c'est réel. Les gens, ils n'aiment pas toujours parler du réel. C'est réel. Et c'est comme ça, quoi. Il faut qu'il y ait
une certaine connexion, quoi. Ça veut pas forcément dire que c'est du communautarisme. C'est comme eux, entre eux, les Blancs, quand ils disent que bah, c'est un peu chaud avec peut-être une communauté qui est trop éloignée. Peut-être, ok, un Italien, un Espagnol, mais l'Afrique, tu vois. Je dis pas que c'est impossible, mais en fait, il faut être conscient de ces réalités-là, que bah, demain, au cas où il y a des événements qu'on ne souhaiterait pas qu'il arrive, bah, ça peut être un motif pour s'éloigner, pour se séparer, puis d'accepter ça, quoi. Franchement, moi, mon père m'avait dit, ou en tout cas, on s'est dit, c'est plus simple d'être avec une personne qui comprend ton mode de vie. Qui comprend. Comme je dis, moi, je suis très traditionnaliste, que ce soit dans l'éducation des enfants. Tu t'es formé, vu que c'est pas quelque chose où tu t'es pas, surtout que tu as passé beaucoup d'années à l'extérieur, est-ce que tu es allé vers des personnes qui ont plus d'expérience localement ou bien ici, mais qui ont un lien avec là-bas pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Non, il y a deux dimensions. En fait, la première, c'est, mon père me disait toujours, quand tu fermes la porte de la maison, t'es plus en France. Tu vois? Quand tu rentres dans la maison, là, t'es plus en France. T'es T'as Bangui, là. t'es à Bangui et même t'es au village. Parce que mon père, c'est même pas un enfant de la capitale, c'est un enfant du village. Mm. Donc, il nous a vraiment éduqués avec les traditions villageoises, de respect, de le rapport, enfin, la tenue de la maison. Du de- bon sens, tout simplement, du bon sens paysan. Ah, je pense, Ouais. je pense. Même s'il y avait un haut niveau d'exigence sur la formation, tu vois. Chez moi, on parlait pas dans la langue nationale, par exemple. Mes parents, entre eux, parlaient, ce qui fait qu'on comprenait, mais ils nous ont pas transmis ça, par exemple. Et ça, je trouve que c'est dommage. Mhm. Et on C'est avait, c'est quoi chez vous? Comment, nous, le on parlait une langue, Sangui? le Non. sango, ouais. Ça s'appelle Ah, le c'est Sango. Ok, sango, c'est voilà, Sangui. le sango. Et ça, c'est une langue que moi, je parle, mais je bricole, tu vois. Mhm. Et que mes parents m'ont pas transmise directement, tu vois, parce Ouais. qu'ils avaient cette exigence de parler français et de bien parler français. Ce qui fait que on a ce haut niveau de formation dans la langue française et dans le raisonnement français, dans la science, mais dans la vie de tous les jours, on est très traditionnaliste. Et donc, c'est ça que j'ai reproduit. Et après, au moment en 2014, quand je te parlais de toute cette période un peu de transition, là, je me suis formé, mais pas tant sur la tradition elle-même centrafricaine, mais plus à lire tous nos érudits, les Cheikh Anta Diop, les Bob Basson, tous les grands penseurs africains, les Césaires aussi. Et c'est eux qui ont achevé, Marcus Garvey, de décoincer toutes les, tu vois, les obstacles, les limitations mentales qui me restaient en tant que jeune noir ayant grandi en Occident, tu vois. Donc c'est Ok. tout ça qui a fait que. Ouais, je vois. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que tu, sans forcément rentrer dans les détails de ta vie privée, hein, mais est-ce que tu as des pratiques que tu fais, mais où tu exclus les autres, tu dis, bon, je veux pas vous polluer avec ça, ou tu exclus peut-être ta femme, tes enfants, Non, tes parents. non, non, non. En fait, je suis pas dans la pratique religieuse aujourd'hui, tu vois. Mhm. C'est-à-dire les libations, tout ce que les gens font dans la tradition africaine C'est de la fondamentale. philosophie. Voilà, moi c'est plus D'accord. philosophiquement, à ce stade. Je sais pas ce qu'il en sera, je considère être en quête, tu vois, Mhm. d'un point de vue spirituel. Donc je sais pas ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui j'ai pas de pratique religieuse strictement. J'ai plutôt une matrice, tu vois, Mhm. sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce que nous on fait et ce que nous on ne fait pas, le rapport à l'Afrique qui est important, tu vois, là je rentre d'Abidjan, mais depuis que j'ai quitté mon travail, je suis allé tous les ans au moins une fois en Afrique, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Et là, j'envisage de partir très, très, très fréquemment encore sur le continent. Donc, j'essaie de changer mon mindset, mais ça, c'est un processus qui est long. Tu vois, là, tu parlais de la chronique Ubuntu Business que j'anime sur le média Afrique Résurrection de Kémy. Eh bien, le but de la chronique, c'est de penser comment est-ce qu'on fait du business à l'africaine, tu vois. Donc, de pratiquer l'Ubuntu. L'Ubuntu, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui signifie je suis parce que nous sommes. Et donc, c'est de mettre dans notre manière de vivre, de revenir à un mode de vie qui est communautaire. Pas communautaire au sens de notre communauté contre les autres, mais de ne pas se penser d'un point de vue individuel, tu vois. Alors que Mhm. le trait dominant en Occident, c'est l'individualisme. C'est le droit de l'homme et pas le droit des hommes.
c'est le droit de l'homme et de l'individu par rapport aux autres, et le plaisir de l'individu par rapport aux autres. Alors que dans cette matrice-là, eh bien, c'est je suis parce que nous sommes. Donc, j'ai besoin des autres pour être. Et ça, j'essaie de l'appliquer au business, mais aussi dans le couple. Tu vois, on avait un Mhm. podcast avec ma femme qui s'appelait Ubuntu Love. L'histoire de dire, c'est parce qu'elle est heureuse que je suis heureux. Donc, je mets tout dans mon travail à moi en tant qu'époux, c'est de faire le bonheur de ma femme. Parce que si elle est heureuse, elle-même, elle va travailler à faire mon bonheur à moi aussi. Et c'est dans cet entre-là qu'on va réussir à trouver notre épanouissement. Et tu vois, tout ça, c'est des réflexions. C'est une nouvelle matrice que j'essaie de construire. Mais je suis pas encore au top, mais on y travaille. Tu vois. Super. Yes, et je voulais que tu me parles aussi de la partie réseaux sociaux. Comment est-ce que... parce que j'ai l'impression que dès que tu es rentré dans ça, tu t'es plus arrêté, quoi, parce que franchement, la puissance de comme... il y a combien de personnes qui bossent dessus? Comment est-ce que tu fais ça, surtout pour LinkedIn? Alors, les réseaux sociaux, effectivement, je sais pas, je suis tombé dedans assez rapidement, hein, sur Facebook en 2008 peut-être, tu vois. Mhm. Dès les débuts de Facebook, je m'éclatais bien, tu vois, à communiquer. C'est vraiment Tu le peras. ouais, sur le rap notamment, mais pas que, hein, sur l'actualité, l'Afrique, sur les sujets qui m'étaient chers en fait, tu vois. Ça a Mhm. été vraiment une caisse de résonance. Et je suis tombé sur LinkedIn beaucoup plus tard, je crois que ça doit faire peut-être 2018, 2019, tu vois, quelque chose dans ces eaux-là. J'ai plus la date exacte, mais Mhm. assez tardivement. Et parce qu'en fait, j'étais là un jour, encore une fois, intuition, hein. Je découvre LinkedIn, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben, c'est un réseau d'affaires, enfin, un réseau professionnel. Je réfléchis, je me dis, mais attends, Black Network, nous, on a un réseau de solidarité et d'affaires, mais c'est là-bas qu'on doit être, en fait, tu vois. Il y a pas de raison qu'on soit ailleurs, et c'est sur ce réseau-là qu'on doit performer. Mais je savais pas quoi y faire exactement. Donc au début, comme je bossais encore en tant que juriste, je me disais bon bah je vais communiquer sur sur mon actualité, l'actualité juridique. Et donc dès qu'il y avait un nouvel arrêt de la Cour de cassation, je postais. Parfois je donnais mon avis, mais très peu. Surtout je postais, mais ça prenait pas quoi, tu vois, ça prenait vraiment pas. Jusqu'au jour où pendant les vacances de Noël, je crois que c'est en 2019 ou en 2020, je suis à la Fnac et je tombe sur un bouquin qui s'appelle À la conquête de LinkedIn. Et là, je me dis, tiens, pourquoi pas? C'est les vacances, j'ai rien à faire, mais je vais lire, tu vois. Et donc, j'ai Mhm. acheté ce livre-là. Je me suis dit, c'est mon petit cadeau de Noël. Et ce livre-là, game changer, tu vois. En termes de compréhension de la plateforme LinkedIn, ça a tout changé. En fait, c'est surtout des conseils assez larges sur le marketing digital, mais et appliqués particulièrement à LinkedIn. Et il y a une phrase qu'il a dite qui a vraiment tout changé dans ma tête. Il a dit LinkedIn, c'est un réseau professionnel. On doit parler uniquement de sujets professionnels. Ça, c'est la seule exigence. Mais après, en termes de ton, il faut parler comme on parle soi-même, en fait. Tu vois? Tu peux parler de n'importe comment tant que tu parles de sujets pro. Et ce jour-là, ça a tout changé. Vraiment. Parce que j'ai compris que ce qui faisait que je n'arrivais pas à performer sur LinkedIn jusqu'à présent, c'est que j'avais un ton qui était trop neutre. Et quand c'est trop neutre, Formel. comment? Ou trop formel peut-être. Oui, formel, trop neutre. Ce qui fait que, tu sais, la réalité, c'est quoi? Tu prends quelqu'un qui est là, qui prend son téléphone. Il scrolle toute la journée, tu vois. Il Mhm. scrolle, il scrolle, il scrolle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne envie de s'arrêter et de cliquer. Faut le hook. Faut le hook, exactement. Et donc, jusqu'à présent, ben, quand j'avais un contenu qui était trop fade, je ne faisais rien pour faire en sorte que les gens cliquent sur ma publication. Et le jour où j'ai compris ça, ben là, j'ai commencé à actionner différents leviers propres à ma personnalité. Donc, ça demande quand même de l'authenticité, mais qui allaient faire que les gens allaient s'arrêter et cliquer. Et ça passe par le choix des images que tu mets. Donc, quand les gens le scroll, ben, il y a une photo, il faut que la photo les arrête. Et après, c'est le ton que tu mets dans la phrase d'accroche, tu vois. Un jour, j'ai fait une publication, et ça, je l'ai fait après avoir une discussion encore sur avec une fille qui s'appelle Rosine Laloupe, sur comment on appelle ça? Sur l'authenticité et sur LinkedIn. Et j'ai fait une phrase, j'ai dit Black Network fédère les racailles, les bolos et les blédards. Tu vois tout de suite, même toi, ça évoque quelque chose tout de suite chez toi, tu vois.
T'es forcément dans un truc, t'es forcément dans un truc. Il y a Quand forcément t'as dit, quelque dès chose. que t'as dit blédage, je me suis une fois vu parce que c'est depuis 10 ans, ça on m'a toujours traité de blédage. Tu vois? Forcément, ça te, en fait, ça te dérange, ça te touche. En tout cas, ça te laisse pas Indifférent. comment? Ça ne te laisse pas indifférent. Indifférent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et c'est ça que je veux sur Ah, LinkedIn. j'adore, je veux retrouver ce post. Je vais mettre ça dans la description, le post là. Ah, voilà, tu mettras le lien. Mais je l'ai mis même dans les posts épinglés, donc tu peux le retrouver. Mais c'est ça, en fait, LinkedIn. Et à partir du moment où j'ai compris ça, que je ne dois pas laisser les gens indifférents, bah, j'y vais à fond. J'y vais à fond tant que ça reste dans la limite de quelque chose que je considère comme étant acceptable, tu vois. Ouais, Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui est acceptable, mais dans moi, ma position, voilà, tant que ça reste raccord avec mes valeurs, ça me dérange pas. Mais il faut que je choque, tu vois. En yes. tout cas, que je ne laisse pas indifférent. Trop stylé. Et du coup, dessus, tu bosses tout seul ou t'as des gens. LinkedIn, je suis tout seul. Ok. LinkedIn, je suis tout seul. C'est sur peut-être Instagram où on a une Mhm. équipe. Sur les podcasts, on est deux. Mais LinkedIn, vraiment, les posts de ma page LinkedIn, c'est moi tout seul. Ça me prend beaucoup de temps. En général, près de 2 heures par jour. Mais Et c'est comment tu fais? Tu prépares les posts de la semaine ou ça va être. dans un monde idéal, c'est ce que je devrais faire. Je pense que les gens organisés, c'est ce qu'ils font, tu vois. Moi, je sais par exemple que le mardi, normalement, c'est un jour où je mets en avant un adhérent du réseau, par exemple. Le lundi, souvent, c'est que je viens demander l'aide de ma communauté LinkedIn. Après, je dois poster souvent sur les épisodes du podcast. Donc Ouais. souvent le En fait, vendredi. il y a une ligne éditoriale. C'est juste que tu le fais au jour le jour ou bien pour deux Exactement. jours parce que c'est pas évident de programmer Exactement. pour. Exactement. Il y a des gens, les gens qui sont bien organisés, ils programment, tu Ouais. vois. Moi, s'il y a des jours où je programme, par exemple, si là j'ai une inspiration et que c'est pas l'heure de poster sur LinkedIn, bah, je vais poster, je vais rédiger et je vais programmer le post, Programmer. tu Mhm. vois. Ça m'arrive. Mais sinon, je poste beaucoup. Tu vois, le matin, quand je suis dans le transport ou bien je viens de déposer les enfants à l'école, là, je rédige un post et je le poste avant 10 heures pour que les gens, quand ils sont encore en train d'écrire, en train de scroller sur LinkedIn, il puisse y avoir accès, tu vois. C'est plutôt ça. Ou à midi, lors de la pause déjeuner, je rédige un truc et je le poste, quoi. Super. Bah, avant qu'on te parle du podcast, je voulais qu'on boucle sur Black Network avec. Est-ce qu'il y a un modèle économique? Parce que je voulais te demander, c'est quoi le modèle économique? C'est une association. Mais Ouais, est-ce que c'est un petit peu, est-ce que c'est comme une sorte d'écosystème? Est-ce que c'est un satellite avec plein de trucs autour? ouais. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec Black Network pour être direct, quoi? Gagner de l'argent, ça dépend, parce que moi, je pense gagner de l'argent aujourd'hui, j'ai des grosses aspirations financières, tu vois. Donc, Ouais. mais je vis. En tout cas, j'ai quitté mon travail. C'est ce qui permet de payer mon crédit, de nourrir mes enfants. En tout cas, je pense 50% de mes revenus directs, c'est Black Network, tu vois. Pourquoi? En fait, comment on fonctionne? Il y a deux business models principaux. Le premier, c'est l'abonnement, tu vois. On a Des adhérents. ouais, Abonnement des adhérents. OK. des adhérents. C'est combien? On parle de combien par mois, semestre ou année? Je vais te dire, OK. t'as une édition, enfin une adhésion pour ceux qui veulent juste accéder à la communauté Black Network. Donc ils rentrent dans la communauté, ils vont accéder à tous nos événements digitaux, à notre présence digitale aussi, c'est-à-dire notre groupe, un groupe sur Slack. Ils vont accéder à des réductions lors de nos événements et à un certain nombre d'opportunités. Cela, ils payent 150 euros par an. Après, tu as ceux qui veulent avoir de la visibilité. Comme on commence à avoir un gros canal, et notamment un annuaire, où les gens nous appellent, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un expert Mhm. comptable, bah, tous ceux qui sont là-dessus, ils sont référencés, tu vois. Mhm. Donc, eux, ils payent 300 euros par an. Et après, nous, on a un accompagnement pour les dirigeants d'entreprise véritables, tu vois, ceux qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin d'accéder à un réseau de qualité, d'avoir des formations de qualité. Et ça, c'est encore une autre offre. Et eux, ils vont payer beaucoup plus. Je ne dévoilerai pas le chiffre ici, mais Mhm. ils payent beaucoup, beaucoup. Pas de souci. C'est ça, le premier business model, donc, c'est cette adhésion-là. Et après, Mhm. on a le business model de l'apport d'affaires, tout simplement. Je t'aide à avoir du financement. Tu cherches à lever des fonds pour ta startup. Je te mets en relation avec un fonds d'investissement. Il te verse X ou tu lèves X milliers ou X millions d'euros avec eux. Nous, on prend 5% de ce qu'on a réussi à t'aider à lever, quoi. Tu vois. Ça, c'est le deuxième business model. Et le troisième qu'on a C'est juste de la mise en relation où tu vas aider dans le process de.
C'est que de Vous la mise en avez, relation. Aujourd'hui, on est des middlemen. donc c'est à lui qui se démerde de faire son deck et tout, C'est ça ça, prend. c'est Ok. ça. Après, on peut lui donner des conseils parce que il faut que la personne soit au moins prête quand elle arrive chez le fonds d'investissement ou autre. Mais c'est pas notre travail de euh, faire, de la mettre, de la préparer en gros. Mhm. Si on te prépare, là c'est une autre prestation qu'on facture. Et pour l'instant, on n'est pas dedans, tu vois. Donc c'est Ok. vraiment uniquement de la mise en relation. Ok. Yes. Donc tu voulais parler de l'autre approche aussi. Ouais, ça c'est les deux business models. Et là, le troisième business model sur qu'on tente, hein, là c'est une société qu'on a créée, Calibre Business Academy, qui est un centre de formation. Et là, je fais des formations sur le networking dans un premier temps. On a tenté aussi des formations sur le business plus largement. Mais ça, c'est un troisième business model qu'on est en train de démarrer encore, pour l'instant. D'accord. Et là, c'est toi ou tu as d'autres personnes avec qui tu bosses pour, par exemple, donner les formations? C'est quoi? C'est des formations en e-learning ou c'est des trucs en présentiel où les gens viennent Présentiel pour en l'instant. présentiel? Ah, d'accord. Là, aujourd'hui, c'est moi qui donne. Les deux dernières sessions de formation, c'est moi qui les ai données parce que c'est du networking. Mais on a tout un écosystème. En fait, nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, si tu veux, c'est de monétiser notre réseau. On connaît tout le monde. En tout cas, on Mhm. connaît énormément de monde. Et énormément d'experts, énormément de gens qui peuvent apporter aux autres. Donc, l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on met en relation ces gens-là avec un public et qu'on prend notre part dans cette mise en relation-là. Tu vois. Yes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce réseau? Jusqu'où est-ce que tu vas aller avec Black Network? C'est quoi le goal ultime? Tu vas me dire qu'il n'y a pas de goal ultime. Si, il y en a un, bien sûr. Je pose toujours la question à mes invités, donc c'est normal que j'ai une réponse moi-même. En fait, on veut être le MEDEF de la diaspora, si tu veux. C'est-à-dire une organisation représentative des entrepreneurs en France qui peut faire du lobbying aussi auprès des pouvoirs publics en disant voilà. Parce que nous, on croit que ce qui va, enfin, que l'entrepreneuriat est un des moyens de régler les problèmes de la communauté, j'allais dire en France, mais plus largement même dans le monde, quoi, tu vois. Si on a suffisamment de recruteurs, par exemple, eh bien, on aura moins de discrimination à l'embauche. Si on a suffisamment de propriétaires, on aura moins de discrimination dans l'accès au logement. Si on a plus de financeurs, on aura moins de discrimination dans l'accès au financement. Donc tous ces profils-là, nous, on veut les pousser particulièrement. Et on veut aussi être ceux qui parlent avec les décideurs sur tous ces sujets-là. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est une fois qu'on aura fait ce travail-là en Occident, plutôt en France, on le fera dans le reste de l'Occident, c'est-à-dire aux États-Unis, en Grande-Bretagne, peut-être même en Asie ou en Amérique latine. Il faut que toutes les personnes afro-descendantes qui sont partout dans le monde, elles se connectent et travaillent entre elles et qu'ensuite elles travaillent avec le continent. Et le problème avec le continent, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision sur des personnes de confiance sur place. Et donc là, le 15 février, on est parti ouvrir une cellule à Abidjan avec comme mission en Côte d'Ivoire d'abord d'identifier quels sont les partenaires de confiance sur place et ensuite on va faire ce travail-là. Une fois que on a fait la preuve du concept en Côte d'Ivoire, et bien on va la dupliquer dans les autres pays d'Afrique francophone d'abord, puis anglophone après. Et ce qui fait qu'une fois que la boucle sera bouclée, et bien on aura des personnes en Occident et en Afrique qui travaillent entre elles dans une boucle de confiance. C'est ça le travail final de Black Network. Et le jour où on aura réussi ça, bah, je peux reposer en paix. Le MEDEF, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est le- une Mouvement association des entreprises, des patrons d'entreprises, je sais pas trop, un truc du genre exactement, en France. patron français. C'est le patronat français, pour dire. Et nous, on veut représenter le patronat afro, voilà, afro. Ok. Et est-ce que le MEDEF, ça peut être un partenaire pour vous? Ou alors il n'est pas suffisamment représentatif de... Si, pour l'instant, là, on n'a pas encore eu suffisamment de discussions avec eux, mais on en a eu quelques-unes. Donc, à un moment, ça va être un partenaire. Il faut juste qu'on voit clairement qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Mais ça va Ouais. venir, tu vois. Je sais qu'ils ont bossé beaucoup avec, je sais pas si tu connais, je me rappelle pas de son prénom, je crois que c'est Camara quelque chose, avec des déterminés, tu connais Ça, Camara, l'association oui, des bien déterminés. sûr, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien qui c'est. Et à l'époque, je crois, le patron, c'était quelque chose, Chapaz, Gattaz, Pierre Chapaz, je Gattaz, pense. Gattaz. Ah, Gattaz, pardon. Ouais, c'est lui Gattaz, qui a donc il créé a les beaucoup mis en États-Unis. avant, Ouais, il a créé quand même certaines synergies, ce qui prouve que peut-être, en plus, tu as dit que tu discutes déjà avec eux, ils seraient quand même ouverts
Bien sûr, à créer éventuellement des synergies s'il y a éventuellement des sujets de synergie, quoi. totalement. Mais le travail pour nous, c'est de devenir assez fort pour ne pas qu'on se fasse bouffer par cette institution, tu vois, ou qu'on se fasse balayer. D'être indépendant, tout Voilà, simplement. d'avoir S'il cette y a des deals, pourquoi pas, mais chacun est dans son couloir, quoi. exactement, exactement. Super. Euh, Pourquoi avoir lancé un podcast? Alors, c'est très simple. Encore une fois, c'est de l'opportunité. C'est-à-dire que nous, comme tu l'as compris, notre activité principale au départ, c'était de l'événementiel. Donc, Mhm, on faisait venir les gens et on recevait pendant que les gens venaient et on échangeait. Seulement, on avait toujours une frustration, c'était que ce qui avait été dit restait pendant l'événement. Tu vois? Une fois mhm, qu'on partait, mais même nous, on oubliait. Je me souviens même pas, on a fait le dîner avec Roselmac. Comme j'étais à fond dans l'organisation, je peux même pas te dire ce qu'il a dit. Tu vois? Parce que ouais, j'étais pas là. fallait gérer. Tu vois, je gérais. Et même une fois que tu as parti, bah, les paroles s'envolent, en fait, tu vois. Donc ça, c'était une première frustration. Et la deuxième frustration, elle est arrivée au moment du Covid, en fait. Quand le Covid est arrivé, là, 13 mars ou je sais plus, 2020, plus d'événements, qu'est-ce qu'on fait, nous? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On n'a plus rien à faire. Et on ne sait pas combien de temps ça allait durer au début. Aujourd'hui, avec le recul, on sait que ça s'est arrêté. Mais quand on nous a confinés, là, quand il a dit nous sommes en guerre, c'est fini. Mais peu de nous, on s'est dit Black Network est fini. Tu vois? Et donc, à cette époque-là, je parlais avec déjà pas mal d'entrepreneurs. Et donc, j'appelle tous mes entrepreneurs pendant une semaine. Hein, on passe des calls. Je dis, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je discute. Je vois les gens qui ont des chaînes de barbeurs, qui ont des chaînes de restaurants. Je dis, mais pour eux, ils allaient mourir, tout simplement. Et il y a un mot qui revient dans toutes les bouches, c'est digitalisation. Il faut digitaliser nos activités. Et je Mhm. suis en train de me dire, bah, alors, digitaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut digitaliser les activités de Black Network, tu vois? Et donc, on a commencé à créer des webinaires, créer des trucs comme ça. Et à l'époque, j'écoutais un podcast, Génération Do It Yourself, qui est le plus gros podcast business. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, je connais avec Mathieu Stéphanie. J'ai eu la chance de d'aller chez lui là-bas à Cosa Vostra pour le rencontrer en 2000, je crois que c'était avant le Covid, 2020, je crois, en début d'année. D'accord. Ouais. Bon, bah, Ouais, je connais très bien le podcast, j'écoute régulièrement aussi, et puis c'est vraiment l'un des plus gros. je crois que c'est Je m'en- le plus gros en France. Bon, il y a le podcast Sans Permission qui est venu tout niquer derrière moi. Ils ont Je connais pas. Sans permission, tu Sans dis? Permission avec Oussama Ammar et Yomi Denzel. Ah, ok, non, bon, c'est Tu connais? ouais, non. Je connais les gars, mais je savais pas qu'ils avaient fait un podcast régulier ensemble. Ouais, ils ont un podcast, ça sort toutes les semaines, ça s'appelle Sans Permission. Ils sont méga gros. À chaque épisode sur YouTube, ils font minimum 150 000, 200 000 vues. Ok. C'est D'accord. hyper, ils sont très. C'est vrai que c'est pas les mêmes sujets. Ils commencent déjà à inviter d'autres personnes. Mhm. Au départ, ils étaient juste à deux. Et Mhm. puis là, ils commencent à avoir des guests. Ils sont très mainstream. Mhm. Euh, mais bon, c'est pas le même format. Mathieu, il va avoir des invités qui sont assez deep sur leur sujet. Ils vont aller vraiment en profondeur. Et des fois, c'est des personnes qui parlent pas du tout, quoi. Tu vois, le gars, il est multimilliardaire, il a créé des trucs. Il communique jamais pour certains. Tu vois, il y a par exemple celui-là, l'asiatique, là. Ah, c'est pas politiquement correct de dire l'asiatique. La Le, statistique euh, de fashion quelque chose. Ning, je crois qu'il s'appelle Ning Ling de typologie. Ah, je Celui connais qui pas. avait créé Made.com. Ah, je connais pas du tout. J'ai pas vu cet épisode. Tu connais Station F? Oui? La boss de Station F, c'est son mari, il s'appelle Ning Ling. Il avait créé Oh, une entreprise Oxane Barca, euh, elle s'appelle. Ouais. Made.com. Ouais. Lui, par D'accord. exemple, t'as jamais entendu parler de lui, mais smart. C'est des Ah, là, gens, tu m'as donné un épisode à écouter, tu vois. Parce franchement. que, bon, en tout cas, moi, Mathieu Stéphanie, j'écoute pendant longtemps. Ouais, Jusqu'à l'épisode 300, j'ai écouté tous les épisodes tous les dimanches, tu vois. ouais. Non, moi j'ai tout écouté. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai tout écouté. Je suis à la page. À chaque fois, je suis à la page, quoi. D'accord, mais Franchement. il m'en Ouais. manque. Tu vois, celui-là, je les oublie. Si tu peux me l'envoyer, d'ailleurs, je veux bien Ouais, après. ouais, je vais te l'envoyer, quoi. Hyper smart. Il ne parle jamais, ce mec. Y a pas, je pense pas qu'il y ait d'autres interviews de lui. Il parle jamais. Ben voilà. Et c'est ça qu'on aime, tu vois. Et donc, malheureusement, ben, j'étais à l'épisode 100 et j'avais jamais vu de noir. En fait, j'ai vu juste Yannick Noah, qui est pas particulièrement un entrepreneur.
et un autre qui était digital nomade dont j'ai oublié le nom. Et je me suis dit, c'est dommage quand même que, C'est alors que, Non, tu parles, c'est vrai quand même qu'il n'y a pas beaucoup de Renois. en Il y fait, a quelques rebeux. Il y ouais, a Joey Phil, son gars qui est passé, mais il est c'est métis aussi. après. Ouais. Tsonga est passé après, Moussa Kamara est passé après. Je crois que c'est tout, hein. C'est vrai. J'avais pas eu la réflexion jusqu'ici. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Après, comme ils touchent des gens qui sont quand même d'un certain niveau, bon, il n'y a pas beaucoup de noirs milliardaires en France, tu vois, ou qui ont fait des exits, Ouais. il n'y en a pas beaucoup. Mais il J'avais jamais pris le temps, en fait, de. J'avais jamais pris le temps est arrivé de. à l'épisode 100 et j'ai dit, mais c'est pas normal qu'il n'y Ouais. ait pas autant, qu'il n'y en ait pas. Alors que nous, tous les jours, on marche, on parle avec Ah, des il y a le mec de Boscapé là qui est passé, et Amadouba. Ahmad Ouais, Ba, ouais. exactement. Tu vois, ça fait un, 2, 3. Depuis, ça fait 3 personnes, comme ça que j'ai en tête. Ah ouais, c'est chaud quand même. Tu vois. Alors qu'il en est à 300, Plus de 300, ouais. plus de 300 épisodes, et que des fois, il reçoit des gens, tu te dis, tu vois, la meuf de... Il a reçu une femme, là, qui faisait des puzzles, qui était dans koh. Voilà, tu vois, en termes entrepreneurial, Ouais, je me rappelle pas du nom, mais tu vois, je vois la personne. c'était pas ouf en termes entrepreneurial, tu vois. Donc, à partir de Mais là, je me suis dit, ben, nous, on les connaît, ben, nous, de leur donner le micro, en fait. Pourquoi est-ce qu'on attend? Toujours dans de la même logique, de dire, on va pas attendre que les gens fassent pour nous, faisons nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, on va lancer notre podcast et tendre le micro à nos entrepreneurs que nous, on connaît et qui nous inspirent, nous. Et c'est comme ça, et tu vois, je suis dans la même dynamique que Mathieu Stéphanie, c'est-à-dire de manière intensive, ouais. toutes les semaines, un épisode qui dure entre 1 heure et 2 heures, voire 3 heures pour les plus longs. Je pense il essayait un truc. Il avait lancé un truc, mais ça s'arrêtait à 5 épisodes. C'était pas lui, c'était une meuf qui Ok. l'avait fait. Ça s'appelait African Society. Ouais, mais là, Elle c'est a pas lui. fait Oui, oui, 4 ou 5 épisodes. ouais, 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 ouais. Mais Elle bon. a lancé en même temps que nous, c'est Marie-Pierre Amamba. Mais là, maintenant, elle Ah, vit. tu connais? Ok. Ouais, ouais, elle vit en Afrique. J'avais reçu même d'ailleurs sur le podcast. Elle vit en Afrique aujourd'hui, donc elle n'est plus dedans. Mais c'est eux qui produisaient le podcast, effectivement. Mhm. Et ça Ouais. avait vocation à être le podcast de Mathieu Stéphanie, mais pour les Noirs, quoi, tu vois, en tout cas pour les Africains. Tu vois. Ouais. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on nous, on a lancé le podcast, en fait. Et c'est ce qui nous a permis d'exister pendant le Covid. En septembre 2020, on a été live, et depuis septembre 2020, je m'arrête plus, quoi. Franchement, c'est... Et le nom, parce que c'est. Je te cache pas que je suis que plein de personnes ont dû faire la même erreur que moi, Kilimanjaro, alors que c'est pas la même chose. C'est Ouais, pas c'est le. Kalimandjaro. Ouais. Alors, Et pourquoi on je- a fait ce truc-là? C'est parce que nous, on parle que avec les entrepreneurs de la diaspora africaine et afrodescendante, tu vois. Mhm. Donc, les gens devraient se dire, oui, mais c'est bien, tu nous mets en avant que la diaspora. Mais le but pour nous, c'est pas d'avoir tout le monde. C'est d'avoir que les personnes qui sont quali, tu vois. Ouais. Kalimandjaro, c'est la contraction entre la marque Kali et Kilimandjaro. Donc, Kilimandjaro, c'est l'idée d'ambition, Ah, j'avais pas fait le lien. tu vois. C'est l'idée d'ambition parce que on considère que pour aller loin, pour faire de grandes choses, il faut avoir de grandes ambitions, il faut avoir de grands rêves. Et nous tous, on veut encourager ceux qui ont des rêves importants, qui ont cette ambition, mais on veut mettre en avant des personnes qui soient quali. Parce qu'on Mhm. essaie de mettre un niveau d'exigence dans la communauté, dans la diaspora, pour faire en sorte qu'on soit une diaspora qualitative et pas une diaspora nombreuse pour rien, quoi. C'est ça l'idée qui est derrière. Wow. J'avais pas du tout fait le lien. C'est hyper smart aussi. Merci. Kalimandjaro. Wow. Ouais, après, c'est un peu confusant comme nom, mais bon, maintenant, la marque, elle est installée, je ne vais plus changer, quoi. Mais c'est de là que ça vient, en fait. Ouais, même lui aussi, il a voulu changer le nom de son podcast à un moment donné, Mathieu. On lui a dit, ouais. Ouais, il voulait... et je me rappelle, il y avait une newsletter qu'il avait envoyée et il avait, je crois que c'était pendant le 1er avril, soit l'année dernière ou l'année passée, je sais plus. Il avait appelé Jean-Michel Podcast. Mais Ah, et j'ai vraiment cru jusqu'à la dernière ouais. seconde que, ah putain, il a vraiment changé pour appeler son podcast Jean-Michel Podcast. C'est trop Hmm. s'abuser, quoi. Ouais, non.
Yes. Et aujourd'hui, t'es à combien? Plus de 140 épisodes, c'est ça? Non, 130? 200, 200, je Ah crois, ouais, quand même. 225, je crois que celui qui va sortir la semaine prochaine, ça va être 226. Hmm. Waouh, Sans waouh, compter les franchement, hors-séries. ouais. La persistance, ça veut dire que dès que tu as commencé, tu allé tu sortais plusieurs épisodes parfois par semaine? Ouais. Au début, on était presque à deux par semaine, mais minimum un par semaine. Minimum. Waouh, ok. Et en termes de profil, tu vas aller chercher quel type de profil? Alors avant, c'était le lundi, c'était un profil expert. Donc on faisait venir des entrepreneurs, non pardon, des avocats, vraiment des gens qui avaient une expertise pointue et dont ils parlaient sur un format court. Et le vendredi, c'est profil plus inspirant. Donc souvent des entrepreneurs, majoritairement. Mais on ne s'interdisait pas d'avoir des hauts cadres, tu vois, des C-level d'une boîte. Donc c'est ça surtout qu'on cherche, tu Mhm. vois. Mm. Ah, c'est super intéressant. Et en termes de visibilité, d'audience, vous tournez sur du combien à présent? Pas beaucoup, pas beaucoup, hein. Moi, ça, c'est ma grande tristesse. On est entre 8 et 10 000 par mois, tu vois. Oh, c'est pas mal. Imagine 8 10 000 personnes dans une salle. Donc, je trouve que Ouais, si on voit comme ça, c'est sûr, c'est beaucoup. Mais quand tu si tu as regardes, rajouté la vidéo dernièrement, je pense que ça va forcément prendre de plus en plus. c'est ça surtout sur lequel on a mis l'axe là, parce qu'on voit que la vidéo a plus d'impact que l'audio. Mais c'est un nouveau game en fait. On est en train de reconstruire une nouvelle communauté sur la vidéo, donc on va voir ce que ça va donner. Là, on a lancé en septembre. La dernière fois, on était à 30 000 écoutes. Je trouve que c'est correct, mais on va voir, tu vois. On va Mhm. voir. Et vous faites, c'est quoi? Il y a un process en place? Tu as dit que vous étiez deux dessus. Est-ce qu'il y a, en termes de recrutement des profils, est-ce que c'est toi qui sources tout, les profils, et la deuxième personne, c'est juste pour t'aider Non, on à travaille lunch? ensemble là-dessus, en fait. On est tous les deux vraiment partenaires. On fait des réunions tous les lundis. On voit bah, voilà, qui on voudrait avoir sur le podcast, comment est-ce que, qui va aller les chercher. Et tous les lundis, on envoie des messages vers nos cibles, tu vois. C'est Mhm. uniquement ça. Donc, sur le sourcing, c'est ce qu'on fait. On est tous les deux très présents sur LinkedIn, à scroller, à faire de la veille pour savoir qui est intéressant. Là, aujourd'hui, comme on essaie, tu vois, la force de Mathieu Stéphanie, c'est Mhm. d'avoir beaucoup de personnes qui ont de la notoriété. Et donc, c'est ça qui permet à ton podcast de grossir. Donc, le travail, là, c'est aussi maintenant de chercher des gens qui ont une plus grande notoriété. On a fait nos preuves. Ça fait quand même plus de 200 épisodes, plus de 3 ans qu'on est là. Mais là, maintenant, c'est le temps de passer à un autre step et d'aller taper vraiment sur les personnes qui ont le plus de notoriété, les plus grosses communautés, pour que nous aussi, ça nous profite, quoi. Tu vois. Yes. Yes. On peut la citer, la personne avec qui tu bosses? Ouais, Kevin Galamouloumé, c'est mon Ok, nice. partenaire in crime. Ah, super. Et en termes d'enregistrement, ces gens, vous louez des studios ou bien vous... Avant, en fait, pendant tout au début, pour être vraiment mobile, souple, j'avais mon matériel et j'allais partout, tu vois. Dans Ouais. toutes les boîtes d'Île-de-France, j'allais, je ramenais mon micro, mes trucs et j'enregistrais. Mais là, comme on veut monter en qualité, YouTube, c'est très exigeant en termes de qualité visuelle. Mais là, maintenant, on est dans un studio. Et on a un partenariat avec le studio qui s'appelle Les Frères Lumière. Et qui sont, à la base, ils sont dans la vidéo de mariage, mais ils avaient un studio aussi de photos et vidéos qu'ils ont transformé en studio podcast. Et avec eux, donc À maintenant, cause de toi? non, ils ont vu l'opportunité. Ah, d'accord. L'opportunité. Tu vois, il y a une grosse demande là du podcast, de la création de Ouais, contenu. beaucoup, beaucoup. Il y en a plein. Voilà. Moi, je me rappelle en 2019, même quand moi je commençais, moi, les gens, ce qu'ils me demandaient, c'est qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'as rien à faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu fous à poser des questions aux gens et tout? C'était pas très naturel de poser, de faire des podcasts, quoi. Et même pour l'anecdote, quand j'ai proposé aux gens de l'équipe, je me souviens sur le groupe WhatsApp, j'aurais dit on va lancer un podcast, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? C'est toi, comme j'ai toujours 10 000 idées, tout le monde m'a dit mais tu racontes n'importe quoi, ça intéressera personne. Et aujourd'hui, tout le monde est content parce que c'est ce qui nous permet de rayonner, tu vois. Exactement. Yes, on va rapidement sur les questions de fin avant de boucler. Ben, dis-moi, quelles sont les parties les plus dures, les plus difficiles de ta vie, de ton job? Ah, moi j'ai un problème avec l'argent. En fait, je sais pas demander de l'argent aux gens.
Et alors que, tu vois, je te parle de demander comme si c'était une demande. Alors que Tu veux dire monétiser, c'est ça? non, ouais, mais c'est surtout, en fait, j'ai réussi aujourd'hui, j'ai des offres bien claires et tout, mais j'ai ce syndrome de l'imposteur qui fait que je demande jamais aux gens de payer, en fait, tu vois. Et si j'étais pas accompagné par des gens ou si j'automatisais pas ça, bah, en réalité, j'arriverais pas à gagner d'argent. Et moi, le plus dur pour moi, c'est ça. C'est de dire aux gens, regarde, j'ai fait ça, mais il faut que tu me payes maintenant, tu vois. C'est le plus difficile pour moi, personnellement. C'est mon rapport à l'argent et qui cache peut-être autre chose derrière, hein. Mais bon, j'ai ma coach avec qui on bosse sur ces sujets-là, mais ça, c'est le plus difficile. Et aussi, pourquoi je me suis fait coacher, c'est parce que je t'avais expliqué, j'étais en thèse en 2010. Mhm. Et tu vois, les thèses, c'est, tu dois écrire un gros sujet de recherche de plus de 300 pages. J'étais tout seul à mouliner, aller à la bibliothèque. Et j'ai pédalé dans la semoule pendant longtemps au point que je me suis laissé prendre par mon job et par le reste et j'ai abandonné, tu vois. Et quand j'ai quitté mon job pour me mettre à 100% sur Black Network, ça, je voulais pas. Je voulais pas, tu vois, tergiverser pendant que Focus. tu vois, voilà, je voulais être focus sur faire en sorte que je puisse vivre de mon activité. J'avais le chômage au début comme tout le monde, mais au bout d'un moment, le chômage s'arrête. Et je voulais pas qu'au moment où le chômage s'arrête, soit j'ai pas assez de revenus et que je suis obligé de reprendre le boulot, soit que j'ai pas atteint mes objectifs. Et donc j'ai pris une coach qui m'a aidé à me connaître. Elle est spécialisée dans le MBTI. Donc le MBTI, c'est des tests de personnalité qui permettent de comprendre ton mode de fonctionnement. Et depuis que j'ai fait ça, ça m'a franchement considérablement aidé à grandir, à mieux me connaître pour ensuite mieux travailler et mieux m'associer aussi. Nice. On peut la citer ou... Ouais, Yowa Mukendi, mais de toute façon, j'en parle tout le temps, donc tous les gens qui sont qui me suivent ont au moins une fois entendu parler d'elle, mais je dis vraiment, c'est elle qui m'a sauvé ma vie, quoi. Elle est ancienne entrepreneur, elle a bossé en banque, en fusion-acquisition, enfin, tu vois, c'est vraiment une femme d'expérience, une grande sœur, et donc, elle nous donne toutes les clés, quoi, pour pouvoir évoluer dans ce monde. C'est vraiment précieux. Yes. On va mettre les détails en description. Je pense que ça pourrait intéresser plus d'un. Et com- comment est-ce que tu progresses? Bah, le coaching, c'est ce que je disais, vraiment. Mhm. Le coaching, tous les 15 jours, une séance, ça m'aide beaucoup à prendre du recul par rapport à moi-même. Après, je lis beaucoup, vraiment beaucoup. Je sais pas combien de livres je lis par mois, mais beaucoup. Je lis, comme j'interagis sur les sujets économiques, je lis régulièrement les Échos. Mhm. Après, je lis beaucoup la Harvard Business Review aussi, qui est sur les sujets entrepreneuriaux et leadership. C'est beaucoup de ça. Et après, l'autre sujet qui m'aide énormément à progresser, c'est le podcast. En fait, parce que bah, tu vois ce que c'est. Ouais, tu Tu vois, parles avec plein de personnes sur plusieurs univers, tout le monde différent. Et puis, ça permet même d'apprendre. si t'es moyen, mais tu réussis quand même à sentir le pouls de la société en parlant avec autant de personnes différentes. Et tu apprends de leurs erreurs, tu apprends de leur manière de progresser, tu apprends de tous ces gens-là, quoi. Tu vois? C'est Yes. fondamental. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose de d'impérissable, une bouteille à la mer. Ouais, ça, c'est la question Thinkerview. Ouais, complètement. Ah, tu connais, t'écoutes aussi. Ah bah oui, et je l'emploie aussi, cette question-là. Ma dernière Ouais. question, c'est celle-là. En fait, bon, moi, j'ai un défaut, c'est que je parle beaucoup à la diaspora africaine. Et donc, ce mot-là, moi, je le donnerais beaucoup pour la diaspora africaine afrodescendante. C'est j'aimerais que les gens se rappellent qu'on est en mission en France, ou en tout cas même dans leur pays d'expatriation. Qu'on n'est pas venu pour les 35 heures, on n'est pas venu pour partir en vacances, on n'est pas venu pour chill, on est venu pour travailler. Se rendre compte qu'on est venu pour atteindre le meilleur niveau de formation qui soit, le meilleur niveau de business possible. On a besoin des plus grands entrepreneurs dans la diaspora et qu'ensuite, tout ce qu'on acquiert ici, que ce soit en compétences, en fortune ou autre, on le mette aussi au service de notre continent. Je lisais un article de Strauss-Kahn qui disait que tout juif, partout où il est, doit contribuer à l'État d'Israël. Eh bien, je considère que c'est la même chose pour nous autres, les Africains. Peu importe où on se trouve, eh bien, notre énergie, notre savoir et nos fortunes, faut qu'on les utilise pour contribuer à la résurrection du continent africain, parce que personne ne peut se satisfaire de la situation dans laquelle on est actuellement. Et si on peut
y travailler, eh bien, c'est le travail de chacun d'entre nous. Mais il faut qu'on ait conscience qu'on est en mission. Super. On te contacte où, Tanguy? LinkedIn, hein, Tanguy Ngafauna Tabissi, c'est vraiment mon terrain de prédilection. Après, même sur Instagram, si vous allez dans la bio de Black Network, vous avez un numéro de téléphone, c'est aussi moi qui réponds. Donc, je suis disponible en général. Super. On va mettre tout ça en description, tous ces détails-là. Super. Euh, Comme tu l'as si bien dit, ça c'est mon truc de fin, Tanguy. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Je suis que tu vas voir le lien tout de suite. Ben, un débrouillard, c'est quelqu'un qui hustle, quoi, tu vois. Il y a cette chanson-là de Damso, là, débrouillard à jamais. Bah, moi, c'est cette idée-là, quoi, tu vois. Comme on est venu ici pour trouver des solutions, ben, on fait avec les moyens du bord, on cherche des solutions, on se bat. Moi, c'est ça que j'aime. Quand je vois des gens qui hustle, qui se laissent pas pousser, porter par le flot, mais qui sont en train de toujours chercher des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent, je vais dire, c'est des débrouillards. Avec toutes les armes qu'ils ont à leur disposition, toutes les compétences, tout le génie, tous les réseaux, tout ce qu'ils ont, eh bien, ils se laissent pas noyer, ils se laissent pas couler. Ils sont toujours en train de garder la tête en dehors de l'eau. Et ça, c'est notre vie en Occident, tu vois. Super. Je te remercie, Tanguy. J'ai passé un bon moment, une belle rencontre. Il y a des trucs que j'ai découverts, même si j'ai suffisamment creusé Ouais, sur toi. Franchement, merci pour ta transparence aussi parce que je sais qu'on a touché parfois certains sujets touchy et tout de suite tu t'es, tu as joué le jeu, donc je te remercie pour ça. merci. Et j'ai hâte de voir la suite avec Black Network. J'ai hâte de voir la suite avec ce que la communauté va devenir dans les différents pays dans les années à venir, quoi. Mais avec grand plaisir, on est ensemble dans tous les cas. Yes, à tout bientôt.